donc moi, je suis Jonathan Renoux, donc je suis le directeur technique d'Atlancad. Donc, je chapeaute les cellules BIM Consulting et développement de l'entreprise. Et j'ai un passé, on va dire, de projeteur calculateur structure. Donc, je travaillais pendant 15 ans en bureau d'études structure sur la région brestoise. Voilà. Et voilà, donc Reogen est un projet qui me tient particulièrement à cœur, car étant utilisateur de Revit, j'ai toujours été frustré de ne pas pouvoir faire tout ce que je voulais dans Revit. Voilà, c'est corrigé, voilà, avec Reogen, notamment pour les armatures. Voilà, donc logiquement, hop, si je fais ça, voilà, ça ne va pas me gêner. Je vais même faire comme ça. Voilà, donc là, logiquement, vous devriez voir Revit, logiquement. Du coup, bah, écoutez, on y va tout de suite. Alors, Reogen, donc l'esprit de Reogen que nous, on a voulu développer, c'est offrir finalement aux utilisateurs la possibilité de ferrailler en 3D ou en 2D, de façon justement à pouvoir automatiser certaines tâches ou tout simplement à pouvoir, je dirais, gagner du temps dans tout ce qui va être production des armatures sur Revit. Voilà, pour ceux qui ont déjà utilisé Revit pour faire du ferraillage 3D avec les fonctions natives du logiciel, voilà, on se rend compte que c'est quand même chronophage. Alors c'est puissant, on peut faire vraiment des choses très très sympas, mais ça prend du temps. Et quand on est en bureau d'études, on est toujours la tête dans le guidon. Et voilà, on ne peut pas se permettre effectivement de passer un temps trop important sur certaines coupes types, sur certains détails types ou ce genre de choses. Donc l'idée en fait, ça a été justement de dire voilà, tout le monde a connu peut-être ASD, AutoCAD structural detailing, Arcade, Advanced Concrete, ou des produits comme ça. Et ces produits en fait justement permettait à l'utilisateur de gagner beaucoup de temps. C'est-à-dire c'était vraiment optimisé pour l'armature, c'était rapide, c'était sympa en termes d'utilisation. En fait, moi, ayant connu également ces produits-là, mon objectif quand j'ai développé Reogen avec mon équipe, ça a été de réinjecter finalement cet esprit-là. Voilà, cette approche, je dirais, assez plaisante, une ergonomie, et puis surtout une possibilité de faire vraiment des détails rapidement, efficaces, etc., etc. Donc voilà, donc c'est pour vous dresser un petit peu le tableau. Et puis, comme je le disais, en fait, je vous parlais de 3D et de 2D. Donc effectivement, une des grosses forces aujourd'hui de Reogen, alors je n'ai pas connaissance d'autres outils qui a la même approche, c'est réellement cette mixité que l'on peut avoir finalement. C'est vraiment à votre convenance, à votre choix, de pouvoir soit armer tout projet en 3D, alors soit avec les fonctions Reogen, soit avec les fonctions Revit. Nous, après, on sait gérer ça pour les quantités et tout ça. Soit alors armer tout le projet en 2D, ou soit mixer. Vous pouvez armer certains éléments en 3D, certains éléments en 2D. Nous, il n'y a pas de problème. Pour nous, c'est transparent. Et cette approche qu'on a, on l'a aussi bien au niveau des barres qu'au niveau des treillis soudés. Voilà. Donc, vous allez voir, tout à l'heure, je vais vous montrer tout ça. Que vous utilisiez des treillis soudés 3D ou donc Revit, on va dire, des treillis soudés Reogen, pour nous, c'est totalement transparent dès lors qu'on va commencer à analyser les quantités, optimiser les chutes, ce genre de choses. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut bien avoir ça en tête parce que vous n'êtes jamais bridé avec Reogen. Vous travaillez comme bon vous semble et ça va vous permettre effectivement, comme ça, de pouvoir gagner du temps, on va dire, et surtout prendre plaisir à produire ces plans. Donc du coup, la barre d'outils, donc vous voyez, ceux qui connaissent déjà, voilà, elle est un peu plus grande que les fois précédentes. Donc, on retrouve bien entendu ici la partie ferraillage automatique 3D. Donc, pour l'instant, Reogen est capable de gérer tout ce qui va être fondation et poteau. On retrouve ici le bloc qui permet justement de gérer, on va dire, et de créer l'ensemble des vues pour lesquelles on va avoir besoin sur lesquelles on va s'appuyer pour faire nos mises en plan, nos mises en feuille, toutes ces choses-là. Voilà. Des options de visibilité. Donc voilà, nouveauté ici, vous voyez, on a également développé une fonctionnalité qui permet de colorier, on va dire, les barres en fonction du diamètre. Voilà, c'était une demande qui nous avait été formulée. Donc voilà, nous, on fait très attention justement au retour des utilisateurs parce que la volonté d'Atlancad, c'est vraiment d'offrir un outil qui colle à vos besoins.
Voilà. C'est pas parce que nous, on a une idée, alors on a des bonnes idées, hein, évidemment, hein, mais je dirais, voilà, s'il y a une idée comme ça qui apporte de la valeur ajoutée, bien sûr, on la déploie et c'est développé, hein, bien sûr, par l'équipe derrière. Donc là, on va être dans le bloc de tout ce qui va être ferraillage 2D. Voilà. Donc, vous voyez, hein, la partie 2D est importante, hein, tout simplement parce que c'est ce qui a été le plus plébiscité lorsque nous, à la Genèse, hein, pour la Genèse de Réogène, on a fait des sondages, on s'est renseigné auprès des utilisateurs, des bureaux d'études, des acteurs du monde du béton, entreprises, de gros œuvres, etc., etc. Et en fait, à plus de 80% de mémoire, ce qui était plébiscité, c'était vraiment la 2D dans Revit. Voilà. Donc, ça explique en fait, hein, ce gros paquet-là, avec tout un tas de fonctionnalités. Donc, une nouveauté ici, la répartition automatique des TS, hein, donc calpinage automatique. Donc ça, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose d'assez sympa. On est fiers, hein, d'avoir développé cette fonctionnalité-là. Vous retrouvez ici tout ce qui va être annotation. Donc forcément, voilà, les nomenclatures, maintenant, on a aussi la possibilité de gérer des nomenclatures de treillis. Donc les barres, évidemment, mais également les treillis. Ici, vous retrouvez tout ce qui est mise en plan. Et puis là, vous avez les boutons classiques, hein, donc ça, c'est la partie gestion de licence. Et là, vous avez effectivement, si vous voulez avoir l'aide, hein, il y a la notice utilisateur. Donc voilà, 68 pages de lecture pour les soirées d'hiver là qui arrivent. Là. Voilà, ça peut être sympa. Donc, ceux qui me connaissent, voilà, ont peut-être lu mon bouquin chez Erol, hein, donc Revit pour le BIM. Donc voilà, vous connaissez mon style d'écriture. Bon, beaucoup de captures d'écran, beaucoup d'explications et en langage métier, pas en langage informatique. Voilà, donc c'est une notice qui est très digeste, hein, il n'y a pas de problème, qui peut être effectivement aussi un petit support, je dirais, par rapport à l'outil Réogène. Donc, voilà pour ça. Donc, sans plus attendre, du coup, je vais vous montrer en fait différentes fonctionnalités. Donc, on va commencer par les treillis soudés, parce que c'est vraiment le gros morceau, hein, je dirais. Et puis, je reviendrai après, effectivement, sur les autres fonctionnalités, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc, si vous regardez ici mon fichier, donc, on voit effectivement là que j'ai de l'armature 3D hein, qui a déjà été dessinée, notamment sur ces dalles ici, là, donc avec des treillis soudés. Hein. Donc, ça, c'est avec les fonctionnalités Revit, on va dire. Et donc, si je les ai dessinés, c'est pour vous montrer justement ce que je vous disais tout à l'heure, hein, que Réogène est capable de comprendre aussi bien des éléments 3D que des éléments 2D et que, du coup, par rapport à vos analyses de quantité, etc., vous allez vous y retrouver. Quoi. Voilà. Donc là, bon, j'ai dessiné vite fait des trucs. Alors, faites pas gaffe forcément aux sections de treillis que j'ai mises en place. Hein. J'ai fait ça un peu au pif, on va dire, au pifomètre. Mais bon, c'est surtout pour illustrer, on va dire, les fonctionnalités, bien sûr, hein, de l'outil. Donc, voilà, j'ai ma 3D ici. J'ai effectivement, vous voyez, tout un tas d'éléments hein, qui sont des morceaux de dalle qui sont armés. Et puis, du coup, ce que je me suis amusé à faire également, donc, voilà, si je viens ici, voilà. Et donc là, vous avez en fait une vue. Je vais zoomer un peu. Donc là, vous retrouvez les treillis 3D. Et là, vous avez effectivement tout le calpinage qui a été généré automatiquement par Réogène. Donc voilà, donc je montre un petit peu. Donc voilà, bon, ça, je n'ai pas mis les petites étiquettes d'annotation sur la 3D, comme ça on les différencie bien. Voilà. Donc ça, c'est du Revit pur, hein, un natif. Et là, vous avez effectivement le calpinage qui a été produit par différentes options de Réogène. Donc il y a différentes méthodes, on va dire, de pose qui sont proposées. Donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc voilà, donc bon, j'ai armé ça vite fait pour vous montrer un peu ce que ça peut donner en termes de résultats. Alors bien sûr, hein, les étiquettes, tout ça, c'est des familles. Hein, vous pouvez personnaliser, modifier, améliorer, etc. par rapport à ce qu'on vous fournit avec le plugin. Donc, j'ai fait donc ce niveau-là, pour avoir un peu de monde quand même, c'est plus sympa. J'ai refait ce niveau-là également. Et puis, bon, sur le R+1, je me suis dit, bon, pour varier un peu les plaisirs, j'ai fait voilà, la partie, on va dire, plus chapeau, donc appui drive, appui intermédiaire, etc. Voilà, pour montrer effectivement également le résultat. Hein, voilà, c'est du classique, hein, on va dire, il n'y a rien de transcendant. Bon, pour montrer voilà, qu'on est capable effectivement de réaliser des plans de ferraillage aussi bien pour des nappes inférieures que des nappes supérieures, etc., etc., etc. Donc voilà, là vous avez en fait voilà, des exemples concrets. Alors maintenant, ce qui va vous intéresser, c'est comment on fait tout ça, bien sûr. Donc là, j'ai gardé ce petit bout-là justement pour vous présenter tout ça. Donc, il y a une partie des ferraillages 3D. Puis avant que je rajoute, on va dire, des treillis, je vais déjà vous montrer en fait la partie nomenclature.
Voilà, nomenclature de treillis. Donc, on a créé en fait plusieurs variables, hein, on va dire, pour pouvoir vous offrir la possibilité d'analyser à différents niveaux. C'est-à-dire que vous allez voir en fait parmi les scénarios ici, donc vous avez l'ensemble des champs, on va dire, de la base de données. Vous avez ici un classement par R et par dimension, un classement par format. Et voilà, ce sont ces fameux 4 scénarios-là qui sont très, très intéressants parce que ça va vous permettre en fait de pouvoir lancer finalement des calculs d'optimisation par rapport à vos commandes de treillis. Donc, vous voyez, optimisation estimée par R, par zone, par vue ou sur l'ensemble du projet. Donc, je vais vous montrer ça en action, on va dire. Et effectivement, une aire, on va dire, ça représente la zone de calpinage. Voilà, donc je trace une zone que je vais remplir avec une méthode de pose avec différents treillis soudés. Par zone, une zone peut être finalement peut être composée de plusieurs aires, justement. Comme ça, ça vous permet, si vous voulez faire des calculs sur une plus grande échelle, voilà, ça vous permet de le faire. On peut également en fait faire ce même travail par rapport à une vue ou des vues, voilà, potentiellement. Donc, bon, ça, c'est un autre degré, on va dire, d'échelle d'analyse. Et puis, on peut carrément faire, effectivement, à l'échelle du projet. Donc, du coup, si je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez, vous avez ici une colonne vue, une colonne zone, une colonne R, etc. Donc, moi, dans les fichiers, dans les éléments que là, j'ai préparés pour vous montrer, pour vous montrer ça, mais en fait, bien sûr, j'ai renseigné les identifiants, les différents champs, hein, et ce qui permet, comme ça, effectivement, de pouvoir tout de suite localiser et d'avoir, effectivement, voilà, différentes informations. Donc, ça, c'est vraiment la base de données brute de décoffrage, on va dire. Vous avez donc ici un autre scénario donc, qui va fonctionner par R et par dimension. Donc, vous voyez, on voit ici, là, autant tout à l'heure, j'avais vraiment une ligne, un élément. Là, vous voyez, un regroupement qui s'est opéré. Donc, ça veut dire que voilà, des panneaux ST15C, un mot PHR+1, pardon, sur la file 1 entre A et C de 1000 par 2400, j'en ai 5. Voilà. Donc, vous voyez, on commence déjà à faire du regroupement, on va dire, du tri par rapport à tout ça. Donc, ici, vous retrouvez une nomenclature, on va dire, par format. Donc, ça, c'est assez intéressant parce que ça me permet de vous présenter un peu notre façon de voir les choses, notre façon d'optimiser tout ça. Donc, vous avez ici un code format. Donc, ça va de 0 à 11. En fait, vous imaginez que le morceau de treillis qu'on a posé, on le fait passer en fait progressivement dans la case 0. On regarde si ça match ou pas. Si ça ne matche pas, il va dans la case 1. Si ça ne matche pas, etc. Et puis, à un moment donné, voilà, on sait où, finalement, positionner le panneau avec des règles. Et c'est ces règles-là qui vont nous permettre de coefficienter, finalement, le panneau de treillis pour optimiser les commandes. Donc là, vous avez des petits schémas, voilà, qui expliquent. Alors, c'est visuel, hein, comme ça permet, voilà, là, on voit bien, vous voyez, là, c'est 2 panneaux qui sont assemblés, finalement. Donc, c'est avec le scénario chute. Voilà, que vous voyez ici. Et donc, on sait que quand on a ça, c'est un panneau. Voilà. Si, par contre, j'ai ici inférieur à un demi-panneau, je sais que je vais au moins, avec 2 éléments de cette dimension-là, ça va me faire un panneau, etc. Et de cette façon-là, on peut coefficienter et du coup, on est capable en fait, d'optimiser, on va dire, le calcul en fait, des treillis soudés. Donc, pour vous montrer ça de manière plus factuelle, donc là, vous avez, si je demande en fait à Eugène de me faire une optimisation estimée par R, vous voyez ici, j'ai un total de 316 panneaux. D'accord? Si je lui demande maintenant de regarder par zone, donc là, on remonte d'un cran, si vous voulez, on passe de micro à macro progressivement. Si je regarde par zone, hop, là, je vois que si je commande pour toutes ces zones-là, là, je descends à 297 panneaux. Si maintenant, je lui dis par vue, là, je descends, si je commande pour toute la vue, on va dire, toutes les vues, je passe à 295 panneaux. Et si je demande sur le projet, voilà, ça ne devrait pas changer. Ah si, on gagne encore 2 panneaux. Donc, vous voyez, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que finalement, selon l'échelle à laquelle vous allez vous placer, alors après, il faut quand même en revenir sur Terre aussi un petit peu. Hein. Si vous avez un bâtiment R+11, vous n'allez pas commander le treillis des 11 niveaux. Quoi. Enfin, voilà, parce qu'il y a aussi des problématiques de stockage, etc. etc. Mais sur des bâtiments, je dirais, soit qui offrent des possibilités de stockage intéressantes,
ou soit des bâtiments de taille moyenne, petite, moyenne, ou des choses comme ça, bah, du coup, vous allez pouvoir gagner, on va dire, optimiser vos commandes, donc gagner de l'argent. Et quand on voit le prix de l'acier aujourd'hui, bah, c'est pas inintéressant. Je dirais bah, justement, en vous disant, bah, voilà, j'arme l'ensemble de mon projet, je vais faire une commande globale d'un coup, j'ai la place de stockage sur mon chantier, je vais placer ça intelligemment parce que j'ai l'espace disponible, bah, du coup, je gagne de l'argent, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose voilà, qui est assez intéressant. Et bah, c'est vous qui pilotez finalement à quelle échelle vous voulez le faire. Parce que ces paramètres air, zone, vue, projet non, parce que là, c'est la globalité, mais air, zone, vue, c'est vous qui les pilotez. Donc, vous choisissez finalement comment vous souhaitez regrouper et ensuite, vous allez pouvoir faire ces analyses en fonction de vos besoins propres à vous. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Alors, je vous montrerai un exemple plus concret en fait par rapport à cet outil finalement d'aide à la décision quelque part ou d'optimisation, parce que c'est assez révélateur sur certains quand on compare certaines méthodes de pause. Voilà. Donc on a toujours dans Réogène, par rapport à ces nomenclatures, la possibilité donc d'exporter la nomenclature sur Revit, comme ça vous pouvez la mettre directement sur un plan, éventuellement des choses comme ça. Possibilité également d'exporter ça vers Excel, si vous voulez mener des analyses, faire des calculs autres ou des choses comme ça. Et puis en PDF, évidemment, donc ça c'est des fonctionnalités qu'on avait déjà sur la nomenclature des barres. Vous les retrouvez sur évidemment la nomenclature des treillis soudés. Donc, voilà pour ça. Alors après, bon, par rapport aux nomenclatures, hein, il y a bien sûr toutes les options de filtres, je dirais, assez classiques. Les options ici, normalement, voilà, il va me filtrer. Voilà, ST15C. Ah oui, là, j'ai des 15. Donc, c'est pas bon exemple. Il faudrait que j'aille sur un autre scénario. Possibilité également bah, de faire du regroupement comme ça, hein, par rapport aux différentes cales de treillis. Voilà, plein de possibilités. Possibilité d'enlever des colonnes si elles ne nous intéressent pas. Enfin bref, voilà, il y a tout un tas de petites possibilités, mais ça, je reviendrai dessus peut-être un peu plus tard, tout à l'heure. Donc, je ferme ici voilà, ma nomenclature. Et là, bon, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. C'est voilà, comment je vais finalement dessiner ces fameux treillis soudés. Donc, hop, répartition treillis soudés. Voilà, donc vous avez une boîte ancrable ici. Hein. Bon, moi, je l'ai mise en onglet ici pour avoir plus d'espace pour vous montrer tout ça. Et donc, vous avez ici voilà, la possibilité donc, de définir votre aire de calpinage. Donc, assis entravé, chapeau sur appui, chapeau intermédiaire, enfin sur appui de rive, pardon, et appui intermédiaire ici. Donc ici, vous avez différentes options. Donc, je peux sélectionner le contour de l'aire de calpinage. Je peux dessiner, sinon, le contour de l'aire de calpinage. Après, il y a deux écoles. Soit je prépare, je dirais, en amont les zones que je vais souhaiter calpiner, ou soit alors, bah, je vais faire du clic et puis clac, clac, ça va me créer ma zone. Donc, comme je vous le disais, moi, j'ai une version bêta que je vous montre ici. La sortie officielle, hein, c'est Batimat, hein, c'est début octobre. Donc, voilà, s'il y a des petits comportements un peu chelous, vous inquiétez pas, c'est normal. Hein. L'équipe de dev est en train de travailler, bien sûr, hein, là-dessus. Donc, le produit sera totalement fonctionnel à la date prévue. Donc, hop, je vais tenter un dessin de contour de l'aire de calpinage. Donc, je clique ici sur le petit crayon. Donc, Revit, vous savez, hein, il a toujours cette notion-là il faut rendre la vue active. Hein. Donc, vous cliquez dans le blanc, paf, voilà. Et là, vous voyez, là, je peux lancer vraiment la commande. Donc, il me demande de sélectionner un premier point. Donc, je vais par exemple cliquer ce point-là. Et après, il me demande, vous voyez, en bas, on voit à gauche un point suivant, etc. Et puis, bah, dès lors que je vais avoir fermé mon contour, tout simplement, bah, il va me… D'ailleurs, on voit, vous voyez, il rajoute des traits au fur et à mesure par rapport au point que j'ai cliqué pour qu'on voit où on en est rendu, enfin, où on est rendu. Quoi. Voilà, je clique. Voilà. Donc là, ma zone est fermée. Et vous voyez ici, c'est devenu vert. Et il a bien récupéré l'identifiant de la zone et la surface de la zone que j'ai finalement dessinée. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, là, si je sélectionne ma zone remplie, ben, vous voyez, j'ai différents paramètres. Là, donc, identifiant, donc ce sera l'identifiant de l'air. Donc, je peux l'appeler, par exemple, voilà, test, voilà, un truc un peu comme ça. Une zone, donc là, je vais l'appeler de manière originale zone test. Voilà. Et puis là, j'ai la possibilité, et ça, je reviendrai un petit peu dessus tout à l'heure, de pouvoir finalement influer sur la numérotation des treillis. Est-ce que je veux un préfixe, un suffixe? Est-ce que je veux dire que cette zone appartient à une vue? Voilà, ce qui va permettre, parce que quand vous allez faire vos plans de ferraillage de dalles, généralement, on a deux plans. Il y a le ferraillage inf,
ferraillage sup. Et donc, du coup, de cette façon-là, si vous mettez sur chacun des plans dans Reogen Mesh ID V égale et le nom pH R+2 ou ce que vous voulez, du coup, quand vous ferez vos analyses de quantité, là, vous aurez vraiment sur le pH R+2. Voilà. Donc, c'est le moyen qui vous permet. Donc, vous voyez, vous avez quand même 3 niveaux finalement de classement possible pour vous permettre de mener les analyses que vous avez envie de mener, tout simplement. Donc, voilà. Donc, je vais maintenant, donc ici, vous voyez, ma zone est sélectionnée, il n'y a pas de problème. J'ai le petit V vert qui est ici. Ici, je vais pouvoir choisir mon treillis soudé. Donc, on a prévu les stocks, on va dire, entre guillemets, donc les dimensions standards. Donc, je vais essayer de faire ça d'ici, avant la sortie de Batimat, de rajouter également les treillis biométal, parce que c'est vrai qu'on a aussi beaucoup d'utilisateurs dans les Antilles, et bon, c'est pas tout à fait les mêmes gammes, donc je vais les rajouter, comme ça, voilà, ce sera à disposition pour nos amis antillais, voilà, tout simplement. Possibilité également, si je fais un clic droit, d'ajouter un treillis. Voilà. Et donc, du coup, ça vous permet de, pourquoi pas, définir des treillis spécifiques. Voilà. Sachant que voilà, vous remplissez les données. Et puis, les colonnes que vous avez ici en orange sont des colonnes finalement calculées. C'est-à-dire, en fonction de ce que vous allez saisir, nous, on est capable après, bien sûr, de calculer des choses. Donc, voilà, la petite case à cocher qui permet de dire ce qu'on veut dans la liste déroulante qu'on a vue tout à l'heure. Et puis voilà, donc ici, vous avez aussi l'explication, bien sûr, par rapport aux colonnes. Qu'est-ce que ça veut dire AV, le grand AV, etc., etc. Donc, je ferme ma petite boîte ici. Donc là, je vais lui dire que je veux, allez, on va mettre du ST50, par exemple. Donc, je veux en inf. Je suis en train d'armer ma travée ici. J'ai mon recouvrement qui a été, qui est sorti tout simplement du tableau de gestion des stocks, on va dire, entre guillemets. Mais si je veux, je peux très bien venir influer ici. Voilà. C'est pas figé, vous avez la main. On peut également jouer sur le nombre de lits. Et donc, voilà les différents scénarios, on va dire, de pause, ces méthodes de pause, de calpinage qu'on vous propose. Donc, vous avez ici le repère de pause pour bien visualiser la chose. Donc, on a ce scénario, donc réutilisation de la chute du même côté. Donc, je pose mon premier panneau, je pose le second, puis je coupe et la chute, clac, je la remets ici, je continue, etc. Voilà. On a également réutilisation de la chute du côté opposé. Donc là, c'est un peu le parquet flottant. Si vous avez eu l'occasion de poser du parquet flottant, vous mettez votre panneau, vous mettez le suivant, vous coupez, puis clac, vous le mettez direct là. Voilà. Et puis voilà, ça fait un espèce de circuit en serpent, on va dire, entre guillemets. Donc, à voir, il peut être intéressant sur des chantiers où on a vraiment des points de portée, dallage, radier, des choses comme ça. Sur des petites distances, là, on a des risques de chevauchement de trop de plaques à un moment donné. Donc, vous pourrez tester de toute façon tout ça, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, ça peut être un scénario intéressant. Ça évite au gars, quand il pose son treillis, de faire 50 mètres, etc. Donc, voilà, donc ça peut être intéressant. La méthode de pose traditionnelle, dès qu'on a des portées inférieures à 6 mètres ou pour les treillis sur appui, donc transversaux alignés, voilà, ça c'est du grand classique, pas besoin de vous la détailler. La pose en tiroir, donc très classique aussi, un panneau entier, de l'autre bord je repars du panneau entier, tac, 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 tac. Donc ça c'est très connu, très utilisé. Et puis un autre qui est aussi très utilisé, donc c'est bien sûr cette pose, un panneau, un demi-panneau du même côté. Voilà, comme ça on est sûr qu'effectivement on ne va pas avoir des chevauchements trop importants de recouvrement par rapport à la gestion de nos panneaux. Donc, effectivement, ce que je vais faire, on va tester celui-ci du coup. Donc, en passant, vous avez ici la possibilité d'indiquer à Reogen, voilà, si j'ai un tout petit bout inférieur à telle dimension, je n'essaie pas de la réutiliser. On considère qu'elle n'est pas exploitable, donc on ne l'utilise pas. Donc, prochaine étape, j'ai mon aire de calpinage qui est bien sélectionné, il n'y a pas de problème. J'ai fait mes réglages. Donc, je clique sur OK. Donc, à nouveau, je mets le focus en cliquant dans le blanc. Voilà. Et là, vous voyez, qu'est-ce que me demande Reogen? Il me demande le premier point de direction. C'est-à-dire que là, je vais matérialiser finalement mon fameux repère de pose. Et le point va être l'endroit où je vais poser finalement mon premier treillis. Et le vecteur va indiquer la direction des fils porteurs de mon treillis. Donc, c'est très, très simple. Donc, je vais me mettre ici. Donc, je dis, je commence à poser ici, et mon vecteur porteur, il va vers là. Tac, et voilà. Et là, vous voyez, effectivement, automatiquement, vous retrouvez le calpinage avec la méthode indiquée. Donc, un panneau entier, un demi-panneau, un panneau entier, un demi-panneau, etc., etc. Voilà. Donc, vous voyez, c'est bon.
simple, hein, en fait, en termes d'utilisation. Ce qui est intéressant, c'est, après ça, ce repère, soit vous le gardez, soit vous l'enlevez. Bon, c'est vous qui voyez, hein, après, hein, parce que bon, je sais que ça peut être intéressant si on part vraiment dans une stratégie d'optimisation des treillis soudés, bah, d'indiquer à l'entreprise par où il faut commencer, etc. Parce que si, bien sûr, on ne respecte pas ce qu'on a décidé, au final, le nombre de panneaux peut être différent, évidemment. Donc voilà, donc ça, vous verrez ce que vous en faites, mais je trouve ça c'est plutôt intéressant. Ça peut avoir du sens, hein, pour aider le chantier, finalement, à bien utiliser, à bien optimiser, on va dire, les panneaux. Donc, comme je vous le disais, vous voyez ici, là, j'ai forcément, hein, vous avez vu, j'ai dessiné pas mal de panneaux. Hein. Donc, les numéros, c'est incrémenté automatiquement. Et je vous le disais tout à l'heure, en fait, j'ai la possibilité finalement de rajouter des petites options de nommage ou des choses comme ça. Et donc là, effectivement, moi, j'ai envie, pour cette zone, bon, c'est une lubie du jour, je veux que ça commence à 1. Voilà. Mes repères. Donc, je tape simplement n égale 1. Donc, tout ça, ce sera expliqué dans l'aide, hein, comme à chaque fois, évidemment. Voilà, donc n égale 1. Donc, dès lors que je vais lancer ma nomenclature, c'est ça qui va provoquer l'actualisation. D'accord? Donc, je clique sur ma nomenclature de treillis soudé. Voilà. Hop, je peux la refermer. Et vous voyez, effectivement, là, je lui ai dit, dans cette zone-là, je veux que la numérotation commence à 1. Alors, j'aurais pu mettre commence à 13, à 212, enfin, peu importe. Donc, voilà. Et donc, là, voilà, vous avez effectivement la possibilité d'influer, je dirais, sur la numérotation des panneaux. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que l'outil va vous permettre également de pouvoir faire des analyses en fonction de telle ou telle méthode de pose pour voir s'il n'y a pas une méthode finalement qui serait plus propice, plus intéressante. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais l'illustrer avec un exemple concret. Donc, ce qu'on va faire, donc je vais aller regarder ici, par exemple, pour estimer par R, parce que là, j'ai dessiné qu'une R pour ma zone test. Là. Donc, je l'ai appelé test de mémoire. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vois ici? Donc, dans cette fameuse zone-là, j'ai pour l'instant 14 panneaux. Voilà. Et j'ai un pourcentage de chute de 27, grosso modo 27%, 27,5%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce pourcentage de chute? Nous, on connaît, grâce à notre base de données de stock, on connaît le poids du treillis, je dirais, complet, quoi, le treillis standard. On sait également de manière extrêmement précise ce qu'on a dessiné, ce qu'on a posé sur le plan. Et donc, du coup, c'est tout simplement ce ratio-là qui nous permet de déterminer que, par rapport au poids que j'ai acheté, par rapport au poids que j'ai posé, qu'est-ce qui va à la benne, tout simplement. Là, on n'est pas encore, bien sûr, parce qu'après, on peut optimiser si on regroupe ça sur plusieurs vues, sur plusieurs zones, etc. Mais brutalement, voilà à quoi ça correspond. Donc, 27,44%. OK. Ce que je vais faire maintenant, donc je vais resélectionner ma petite zone ici. Voilà, donc c'est vert, vous voyez, elle est bien sélectionnée. Je vais changer de méthode de pose. Donc, je vais lui dire, je vais réutiliser finalement la chute du même côté. Donc là, tous mes réglages sont déjà faits parce que le fait que j'ai sélectionné ma zone, il a remonté en fait toutes les infos lui. Donc, il n'y a pas de problème, je n'ai pas besoin de regarder ça. Je fais simplement OK. Voilà. Et donc, vous voyez là, voilà. Là, il a recalpiné avec cette nouvelle façon, cette nouvelle méthode de pose. Donc là, on le voit bien parce que vous voyez, j'ai mon panneau 1, j'ai le panneau 2 qui est découpé en deux morceaux, 2.1, 2.2. Le panneau 3 qui est découpé en 3.1, 3.2, etc., etc. Donc là, on voit bien que c'est le scénario, on va dire, gestion des chutes, optimisation, etc. Donc, si je retourne maintenant, effectivement, dans ma nomenclature, que je regarde pour voir qu'est-ce que ça donne, en fait, en termes d'impact sur ma zone, vous voyez, là, je suis descendu à 15,56% de chute. Donc, c'est aussi ça, en fait, ce qu'on a voulu amener, en fait, avec Réogène. C'est, voilà, aujourd'hui, on sait que les prix s'envolent, il faut faire attention à ce qu'on met sur les chantiers, etc. Il y a une vraie volonté, je dirais, de l'ensemble des acteurs du bâtiment pour aller dans le bon sens. Eh bien, voilà, l'outil va vous permettre, effectivement, de pouvoir mener des analyses, je dirais, intéressantes, un peu plus poussées, qui vont vous permettre justement de pouvoir optimiser les choses, proposer des solutions plus économiques, etc., etc. Donc, j'étais pas plus tard que ce matin en train de discuter de ça avec un chef d'agence d'un grand bureau d'études national et il disait, oui, c'est vrai que c'est intéressant parce que même commercialement, en termes d'image pour mon entreprise, il me disait ça, si on dit au client, en plus, nous, on va analyser les différentes méthodes de pose pour optimiser finalement le poids d'acier sur le chantier, etc., etc. Comme il dit, c'est intéressant. Voilà, c'est une belle démarche, ça va dans le bon sens et voilà. Donc voilà,
c'est faisable, hein, voilà, j'ai essayé d'illustrer sur un tout petit bout, mais imaginez du coup sur un projet un peu plus conséquent ou des choses comme ça. Je pense que voilà, c'est pas inintéressant de se pencher sur la question. Donc voilà pour l'explication de ces éléments-là. Donc là, vous voyez, là je suis grisé parce que j'ai commencé la commande mais je n'ai pas fini. C'est pas grave, vous cliquez simplement là, remise à zéro, ça réactive ici. Donc pas de souci par rapport à ça. Donc je vais vous montrer également par rapport à la partie treillis sur appui, appui intermédiaire, appui drive ici. Donc, comment je vais fonctionner je vais simplement ici lancer ma fonction. Voilà, donc vous voyez maintenant, il me demande un débord 1 en centimètres, un débord 2 en centimètres. Donc là, je vais lui dire 100. Hop, là, je vais lui dire 50, admettons. Et là, pareil, soit j'ai déjà dessiné au préalable. Donc, du coup, bon, d'ailleurs, ça ne sert à rien d'avoir mis 100 et 50 si j'ai dessiné au préalable. Mais, comment dire, ma zone, donc dans ce cas, j'ai qu'à la sélectionner. Soit, effectivement, j'ai la possibilité de dessiner l'axe de l'appui. Donc là, vous voyez, j'ai mon petit crayon là. Donc, je vais le faire un peu n'importe où. Hein, c'est surtout pour vous illustrer le principe. Vous avez vu un exemple tout à l'heure de plan où j'ai essayé de faire un truc pas trop dégueu. Mais là c'est surtout pour vous montrer. Je ne sais pas sur le même plan que je ferais ça normalement, bien sûr. Donc, du coup, je clique mon petit crayon, je clique dans le blanc. Là, il me demande quoi? Premier point de direction. Donc, allez, on va le faire ici. Donc, premier point de direction ici. Deuxième point de direction ici. Donc, vous voyez, il m'a dessiné une petite ligne là. Et là, il me demande maintenant de cliquer du côté du débord 1. C'est vrai que je peux très bien avoir bien à mettre de ce côté ici ou de ce côté-là. Donc là, je vais le mettre de ce côté-là, par exemple. Voilà, je clique. Et voilà. Et du coup, voilà, il m'a dessiné ma zone finalement en mettant le débord 1 du bon côté. Elle est sélectionnée. Donc, je peux tout de suite passer au calpinage. Donc là, on va lui dire, allez, on va prendre, non, peut-être pas, si c'est un truc sur appui, allez, on va mettre du ST35 en sup. Le recouvrement, allez, je ne pars pas sur 4 côtés, on va se mettre comme ça, je veux un lit, et là, je vais passer en transversaux aligné, je vais dire OK, je clique dans le blanc, je vais dire où je commence à poser la direction finalement de mes fils porteurs, donc je clique ici, et voilà. Et là, il m'a calpiné effectivement sur appui mes différents éléments. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, la zone est accessible. Les différents réglages d'options par rapport à la numérotation, préfixe, suffixe, appartenance à telle vue, tout ça, vous pourrez le gérer, bien sûr, mais je ne vais pas trop rentrer là-dedans. C'est possible, vous l'avez vu tout à l'heure, parce que le chrono tourne, j'ai plein de choses à montrer, donc je vais essayer de me centrer, on va dire, voilà, sur surtout la philosophie, sur l'approche qu'on a. Donc voilà, donc là j'ai un petit exemple, et puis là on peut se faire un petit, voilà, ici, donc appui drive, là je vais mettre 90 et voilà, 90. Donc de la même façon, soit j'ai tracé ma zone, soit je vais la dessiner. Donc là, je clique dans le blanc, je clique par exemple, voilà, ici, ma ligne directrice. Côté du débord 1, clac, voilà, ma zone elle est dessinée. C'est vert, donc tout est OK, on va dire. Je pars sur un ST15C. Je veux, voilà, tiens, un recouvrement, pas de recouvrement, voilà. Méthode alignée. Je clique OK. Je clique dans le blanc. Je clique mon point de départ, mon point ici. Voilà, j'ai calpiné mon élément. Tout ça, bien sûr, c'est remonté dans la nomenclature, etc. etc. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'assez intuitif finalement. On reste fidèle à notre stratégie, voilà, de ne pas vous noyer sous un tas d'options infernale, on va dire, en offrant, je dirais, une ergonomie d'utilisation. Voilà, c'est assez facile à prendre en main. Hein. Vous avez vu, hein, une fois qu'on a compris le fonctionnement, je veux apporter une modif, je sélectionne ma zone, je clique ici, je clique dans le blanc pour prendre le focus, je clique là, je récupère les réglages. Finalement, ce n'est pas du ST15C, c'est du ST20. Je ne veux toujours pas de recouvrement. Clac, je lui dis OK. Tac. Et voilà. Et là, normalement, voilà, il a fait, pardon. Je n'avais pas zoomé, donc je me suis dit, mais donc, il a bien fait effectivement la manip. Quoi. Voilà. Donc, voilà l'état d'esprit, en fait, hein, dans lequel on est avec cette fonctionnalité. Donc, bien sûr, vous avez vu à nouveau, hein, on a mis beaucoup d'intelligence, enfin, en tout cas, on a essayé d'en mettre le maximum dans tout ce qui est nomenclature, etc., de façon à vous offrir justement voilà, des possibilités d'analyse, etc. Donc, si vous n'avez pas mis d'identifiant, des choses comme ça, vous voyez, on remonte tout simplement l'ID Revit de l'objet. Voilà. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant. Puis bon, les exports, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment
la grosse nouveauté de la version 2, donc qui était très attendue des utilisateurs. Donc, j'espère qu'on répond en tout point à leurs besoins. Et puis, de toute façon, notre approche chez Atlancad, on écoute beaucoup vos retours. Donc, en fait, voilà, une fois que vous allez vous mettre là-dedans, que vous allez pouvoir tester, etc., il ne faut surtout pas hésiter à venir nous consulter, nous remonter, je dirais, voilà, ce que vous aimez bien, ce que vous aimez pas, etc. Nous suggérer aussi des idées, etc. Et voilà, nous, on avance comme ça, sachant que notre stratégie, c'est pas de vous proposer une version de Réogène tous les ans, comme certains éditeurs le font. Nous, notre stratégie, vous voyez, Réogène à 5 mois, 6 mois, là, est sorti en avril. On a déjà sorti quand même plusieurs versions, des fréquences plutôt rapprochées, tout simplement parce que dès qu'on développe une fonctionnalité qui a du sens, qui a de la valeur ajoutée, qui rapporte de la valeur ajoutée pour l'utilisateur, on ne va pas la garder au frais pendant un an, c'est con. Donc, du coup, non, on l'intègre, on la met à disposition directement. Donc, c'est pour ça que là, pour ceux qui nous suivent et qui ont vu les évolutions de Réogène entre la version 1 et la version 1.3. Donc voilà, donc là maintenant on passe à la version 2 parce que là il y a beaucoup de grosses choses, on va dire, qui sont rajoutées. Effectivement, ça a été notre stratégie et ça sera notre stratégie, bien sûr, sur cet outil et d'ailleurs sur nos autres produits aussi, on va plutôt fonctionner de cette façon-là. Donc voilà, donc ça c'est une des premières grosses nouveautés. Voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez. Après, on pourra en parler d'ailleurs, si ça vous dit. Donc là, bon, je vais fermer ça. Et puis là, on va peut-être retourner sur d'autres nouveautés également. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre de nouveau? La nomenclature des barres. On a aussi amélioré ça. Donc là, vous voyez, bon là, j'ai une poutre qui est armée en 3D dans Revit. C'est une poutre que j'ai armée avec Robot. Et j'ai ramené le ferraillage que Robot en fait a calculé directement dans mon modèle. Alors ça, c'est intéressant à savoir parce que Réogène, vous l'avez vu, travaille aujourd'hui pour le ferraillage automatique sur les fondations et puis donc les poteaux. Voilà. Donc du coup, c'est vrai qu'on ne fait pas les poutres. Et honnêtement, je ne pense pas qu'on aille sur de l'automatisation de ferraillage 3D par rapport aux poutres parce que il faut calculer derrière. Et Réogène n'est pas un outil de calcul. Réogène est un outil d'aide au dessin, d'automatisation de différentes tâches. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vocation à aller faire du calcul. Il y a des solutions ça très bien. Et donc voilà, nous on va plutôt se concentrer sur le dessin. Mais même si c'est pas Réogène ou vous qui avez dessiné, en l'occurrence là c'est Robot, par contre Réogène, lui, il reconnaît que c'est des barres d'armature. Et ça, lui, il connaît. Donc il est capable de les remonter, de les intégrer en fait dans son analyse de quantité, etc. etc. Donc même si vous utilisez d'autres outils pour ferrailler en 3D, comme Robot par exemple, vos quantités seront bonnes parce qu'on va aussi prendre ça en compte. En plus de ferraillage que vous aurez vous-même produit avec Réogène, voilà, ça va être pris en compte. Voilà. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc, par rapport à cet élément-là, en fait, cette nomenclature, toujours le scénario par élément. Bon, là, j'ai qu'une poutre, vous voyez. Et comme on sait calculer, on récupère la géométrie, donc on sait calculer le volume. On sait également ce qu'on a comme armature dedans. Voilà, donc on est capable effectivement de calculer des ratios. Donc, la nouveauté, en fait, par rapport à la nomenclature, c'est cette partie ici, liste des tableaux utilisateurs. Donc, vous connaissiez déjà la liste des tableaux Réogène, donc avec la petite configuration ici. Donc ça, ce sont des scénarios, on va dire, qui ont été développés par l'équipe Atlancad ici. Et en fait, on s'est dit, si l'utilisateur veut personnaliser un petit peu tout ça, on va lui offrir cette possibilité. Donc, typiquement, ici, vous avez en fait, voilà, bon là, j'ai deux petits exemples, mais je vais vous montrer. Il n'y a pas beaucoup de monde, c'est un peu dommage, à moins que je fasse peut-être comme ça. Voilà, comme ça, c'est mieux. Il y a un peu plus de lignes, parce que sinon, sur une ligne, ça fait un peu… voilà. Donc là, du coup, je vais, par exemple, enlever cette colonne-là. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Par contre, l'élément, ça m'intéresse. Le nombre, pourquoi pas. Les repères, ouais, ça, c'est bien. Quantité, totale, ouais. Longueur unitaire, non. Longueur totale, ouais. Total par élément, non, je vais faire comme ça, voilà. Bon, bref, je fais ma petite sauce, quoi. Le poids total, voilà. Et puis le schéma, voilà. Donc, vous voyez, voilà, j'ai personnalisé, on va dire, mon tableau comme ça. Et ce tableau-là, du coup, je vais pouvoir ici l'ajouter. Et je vais l'appeler, je ne vais pas mettre le même nom. Hop. OK. Voilà. Si bien que du coup, maintenant, voilà, ce scénario, cet affichage-là,
en fait, je pourrais, sans avoir besoin de remasquer comme je l'avais fait pour le créer, on va dire, entre guillemets, du coup, voilà, vous pourrez effectivement enregistrer, on va dire, vos préférences. Et du coup, si vous avez l'habitude, par exemple, de faire un tableau avec certains types de données pour pouvoir le mettre sur un plan, derrière, vous pourrez automatiquement exporter dans Revit, on va dire, le tableau en question. Et donc, si je vous le montre, il est ici. Voilà, et comme ça, vous pouvez poser ça sur votre plan si vous souhaitez, enfin voilà, selon vos habitudes de travail. Donc, très souple, hein. L'idée, c'est toujours voilà, de vous offrir des possibilités. Après, vous exploitez comme bon vous semble ces possibilités-là. Donc, ça, voilà, ça fait aussi partie des nouveautés, hein. Donc, cette gestion, on va dire, de tableau utilisateur. Voilà, donc vous avez vu, c'est très simple, là, je peux les supprimer aussi. Enfin bref, c'est un jeu d'enfant. Donc voilà, donc ça fait partie des nouveautés. Alors pour vous montrer la partie colorisation des barres, ce que je vais faire en fait, c'est tout simplement remontrer un peu le fonctionnement des ferrailllages 3D en automatique des fondations. Comme ça me permettra de vous montrer justement aussi cette nouvelle fonctionnalité-là. Donc si on vient ici dans mon modèle 3D, donc voilà, mon petit bâtiment, j'ai plusieurs massifs, j'ai des casques de pieux pour illustrer tout ça. Donc si je clique ici sur fondation, donc là, il analyse le modèle 3D. Donc, il y a aussi, vous voyez, une petite retouche un peu graphique. Voilà, on essaie de trouver un style sympa. Voilà. Donc, pareil, vous voyez, hein, on a aussi amélioré la compréhension, l'ergonomie de l'interface. Donc là, vous avez en fait ici en haut une barre de saisie rapide. Voilà, donc vous voyez le mode d'emploi ici. Hein. Je sélectionne les lignes sur lesquelles je veux jouer finalement. Je fais mes réglages dans la barre d'outils, la barre de saisie rapide ici, et j'applique ça à l'ensemble des lignes sélectionnées. Ça permet d'aller très très vite en termes d'utilisation de saisie. Donc ce qui est important, on retrouve ici notre identifiant, le nombre d'objets, le type. Et ce qui est important, donc ça je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment quelque chose de primordial, ces dimensions que vous voyez ici, A, B et H, ne sont pas issues de la lecture des paramètres. Parce que tout simplement, moi, je ne sais pas comment s'appelle votre variable qui pilote la largeur de votre semelle dans votre gabarit à vous. Donc, l'idée, c'était évidemment de ne pas imposer l'utilisation de familles spécifiques. Donc, Reogen, en fait, il y a un algorithme qui a été créé qui analyse la géométrie pour justement extraire ces valeurs. Donc, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que ça marche avec n'importe quel gabarit structure. À partir du moment où vous avez créé votre famille et machin, nous, on saura récupérer ces valeurs-là. On ne vous oblige pas à utiliser une famille Atlancad parce qu'on sait que c'est chronophage de créer son gabarit, de créer ses familles. Donc, on ne va pas venir chambouler en fait ce que vous avez déjà mis en place ou ce qui est en cours de mise en place au sein de votre structure. Donc ça, c'est méga important. Donc, du coup, je vais vous montrer un petit peu le fonctionnement. Donc, je vais décider, par exemple, de m'occuper des casques de pieux. Donc, ici, je vais choisir mon scénario d'armature. Donc, 5 scénarios. Hein. Pour l'instant, voilà, ça semble suffisant. On n'a pas eu beaucoup de retours par rapport à ça. Donc, c'est très, très bien. C'est que ça fonctionne bien. Donc, scénario barre inférieure et supérieure. Une cage avec des barres et des cadres. Un panier avec des cadres selon A et selon B. Et enfin, un panier avec des cadres dans les 3 directions. Donc, pour mes casques, c'est le scénario que je vais retenir. Ensuite, ici, je vais indiquer le diamètre. Donc, je vais choisir du 10. Je vais mettre ça tous les 10. Je choisis ici mon code forme. Donc, voilà, avec la petite image à côté. Donc, certains utilisateurs sont habitués à utiliser une codification, d'autres pas. Donc, voilà, on met les deux. Comme ça, au moins, il n'y a pas de doute. Hein. Chacun choisit a les deux informations. Du 10, tous les 10, avec mon petit cadre. Du 10, tous les 10, avec mon petit cadre, je fais appliquer à la sélection et vous voyez, automatiquement, j'ai rempli mes lignes comme ça, de cette façon-là. Donc après, ce que je peux faire, je ne suis pas obligé en fait de lancer tout de suite l'armature. Je peux très bien continuer à remplir mon tableau avec d'autres réglages et il n'y a pas de problème. Un Reogen, bien sûr, est prévu pour analyser et comprendre tout ça. Donc là, je vais choisir un scénario plus classique, hein, un scénario avec des barres inférieures pour armer une semelle isolée, un massif. Je vais choisir, allez, on va varier un peu les diamètres pour colorier avec des couleurs différentes, parce que si je mets tout en 10, ça sera moins joli. Donc, on va mettre du 8, du 10 avec cette forme-là. Et on va mettre du 12, tous les 20 avec cette forme-là aussi, pourquoi pas. Donc, je fais appliquer à ma sélection. Voilà. Ensuite, après, vous voyez, c'est marqué « Armer la sélection ». Donc, toutes les cases cochées, en fait, finalement, ici, vont me permettre de dire à Reogen qu'est-ce qu'on veut lancer comme armature. Si celle-ci,
parce que j'ai fait exprès, du coup, vous voyez, de ne pas la renseigner, bah, elle est cochée, mais s'il n'a pas ce qu'il faut pour faire, bah, de toute façon, il va forcément l'ignorer. Voilà. Donc, avant de lancer le ferraillage, je vais juste vous montrer un petit peu les options. Donc, à nouveau, à notre volonté, ce n'est pas de vous noyer là-dessus. Donc, on a ici le choix de la nuance, donc la nuance par défaut, la liste des diamètres autorisés. Vous avez ici toutes les formes disponibles 3D Revit, donc qui sont chargées dans le projet. Et là, vous allez faire glisser en fait de cette liste-là à celle-ci les formes que vous souhaitez utiliser dans le cadre du projet, dans le cadre d'utilisation de Rhéogène, tout simplement. En termes d'options complémentaires, vous avez également la possibilité de choisir finalement la distance par défaut entre le coffrage et la première barre. Donc, on a mis deux possibilités. Soit c'est en fonction du diamètre, voilà, comme ça, c'est proportionnel au diamètre des barres. Ou soit alors, vous allez indiquer tout simplement une distance fixe. Voilà. Donc, voilà les options. Vous voyez, très simple, mais vous allez voir, efficace. Donc, du coup, je fais simplement armer la sélection. Boum, c'est fait. Voilà. Donc là, on voit mon treillis aussi, mais on voit effectivement qu'il y a eu du mouvement ici. Donc, j'ai une petite vue là qui est un peu plus parlante, voilà, et qui me permet de vous présenter donc les deux fonctionnalités de visibilité. Donc là, j'ai que mes fondations. Voilà. Si je clique ici sur On, donc ça, c'est pour voir ou ne pas voir mes armatures. Vous voyez, là, je vois les armatures, je ne les vois plus. Un interrupteur, tout simplement. Voilà. Donc, si on vient regarder ici, donc effectivement, voilà, j'ai bien mes différents types de ferraillage qui sont définis. Et bien sûr, on fait attention à la collision des barres. Donc, on prend en compte l'enrobage qui est défini dans les options du massif ici. Donc, ça, c'est du Revit. Et puis après, bien sûr, on respecte les choix qui ont été indiqués dans le tableau et on fait attention que tout ça, ça s'emboîte bien et qu'il n'y ait pas de soucis. Donc, la nouvelle fonctionnalité, c'est la fameuse colorisation des barres. Voilà. Et donc, effectivement, là, vous retrouvez, en fait, voilà. Donc là, on a du rouge et du magenta, là, voilà, pour les différents diamètres. Là, on a du 10, donc voilà, heureusement, tous les verts, parce que sinon, ça ne marcherait pas bien. Voilà. Et puis, tiens, justement, ce fameux casque-là, finalement, avec le recul, là, c'est pas comme ça que je l'armerai. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais simplement relancer. Hop, ici, donc c'est le casque C2. Donc voilà, on le voit ici, 60 par 150, c'est avec 2 pieux celui-là. Je vais lui changer son scénario, je vais lui dire, je veux une cage avec des barres et des cadres, je veux du 14, moi je laisse ça comme ça, je veux une barre comme ça, et je fais simplement armer. Vous voyez, je n'ai pas besoin de supprimer avant pour faire une modif ou des choses comme ça. Voilà, et là, voilà, il me l'a refait. Donc là, j'ai juste à... Voilà, et là, j'ai bien effectivement... Il n'y a pas un an que nous, pour rien, vous avez vu les couleurs. Donc voilà, grosso modo, je dirais les fonctionnalités. Puis si je veux remettre l'état normal, je remets l'état normal. Si je veux masquer, je masque. Enfin voilà. Donc ça, c'est vraiment des petites options, je dirais, additionnelles qui peuvent être sympas. Ça marche bien sûr pour la 2D également. Donc voilà le principe, je dirais, par rapport à l'utilisation de ces deux fonctions-là. Alors du coup, par rapport aux nouveautés, voilà, là j'ai fait le tour en fait, on va dire, des grosses nouveautés, etc. Alors après, il y a des petites subtilités un peu par endroit, mais rien de vraiment significatif. Donc du coup là, je vais repasser plutôt dans la présentation des fonctionnalités, on va dire, qui sont existantes depuis le départ, on va dire, de Rhéogène, donc depuis avril maintenant. Et puis comme ça va vous permettre à ceux qui ne connaissent pas pas du tout l'outil ou qui connaissent un tout petit peu, voilà, de se faire aussi une image par rapport à ce qu'on peut faire en termes d'armature de barre concrètement. Donc, vous avez vu la partie ferraillage 3D des fondations. Alors, je vous montre rapidement pour les poteaux, parce que le concept est très proche. Donc là, vous retrouvez effectivement les poteaux qui sont remontés. Toujours le même principe, c'est de l'analyse de géométrie et pas des lectures de paramètres. Donc, vous avez tout un tas en fait, d'informations que vous pouvez remplir à l'aide de cette barre. Mais il y a aussi une autre fonctionnalité qui existe d'ailleurs aussi pour les fondations. La possibilité d'exporter en Excel et d'importer en fait. Donc l'idée en fait c'est quoi? Vous êtes dessinateur, vous n'avez pas le temps de calculer. Du coup ce que vous pouvez faire, c'est exporter ça en Excel, donner ça au calculateur, à l'ingénieur. Lui, il va renseigner en fait les diamètres, les nombres, les espacements, etc., etc. Ensuite, vous le réinjectez dans Rhéogène, vous complétez éventuellement les petits champs que lui n'a pas su compléter, et puis après, vous lancez le ferraillage. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant, selon votre organisation en interne. En fait, voilà, certains bureaux d'études ont des proches calculateurs, d'autres non. Donc, voilà, vous avez cette souplesse finalement. Et même, je dirais, quand vous travaillez sur du multisite,
ah bah tiens, il y a tel site qui va filer un coup de main à tel autre site, parce que c'est un gros projet, bah voilà, vous pouvez du coup, comme ça, vous envoyer des éléments pour vous aider les uns les autres. Donc, c'est un peu le concept qu'on a voulu aussi réinjecter. Donc, j'ai fait ce travail-là, c'est-à-dire que j'ai exporté, j'ai rempli, etc. Donc, je vais vous montrer, bah, du coup, j'importe maintenant effectivement mon fameux fichier Excel que j'ai rempli au préalable. Donc là, vous voyez ici, vous avez une indication qui nous dit que là, on n'est plus sur l'analyse de la géométrie de mon modèle. Là, on est sur la lecture d'un fichier Excel. Donc, c'est bien indiqué ici. Et ensuite, là, après, bah, si je regarde comme ça ici, mes épingles, il y a une petite boulette. Vous voyez, je ne vais pas mettre une barre droite pour mes épingles ici. Donc, je vais vous montrer comment on fait du coup pour pouvoir corriger ça très, très rapidement. Donc, j'ai fait exprès, hein, évidemment. Donc, je coche en fait l'ensemble de mes éléments ici. Et effectivement, bah, ici, là, en forme, j'ai la possibilité de pouvoir changer. Cependant, si je modifie donc ici ma forme, je lui dis épingle, et que là, je clique sur appliquer à la sélection, ben, ça veut dire que toutes les lignes vont récupérer 0, 0, AT0, 12, 1, 0, et pourtant ces champs-là, moi, je n'ai pas envie que l'outil les change, parce que je veux changer que cette colonne-là. Du coup, on a mis en place voilà, une petite fonction, là, tac, et vous faites ne rien prendre en compte sauf. Ça veut dire que là, bah, dans le tableau, la seule donnée qui va être mise à jour va être effectivement cet aspect épingle. Voilà, tout simplement. Donc, je fais ça, appliquer à la sélection. J'arme la sélection, boum. Donc là, on a 44 poteaux. Bon, d'ici 2 secondes, c'est terminé. Donc voilà, il les a armés, c'est fini. Donc là, je vais vous montrer le résultat. Donc voilà, par rapport à mes poteaux, ici, j'affiche mes barres. Donc voilà, on a bien, effectivement, j'avais demandé du frettage en pied, du frettage en tête. J'ai des poteaux circulaires, j'ai des poteaux avec des attentes, d'autres sans attente. J'ai mes petites épingles qui sont là. Voilà, donc bon, il a respecté le contrat, on va dire. Et donc après, bah, pareil, hein, si je veux colorier un petit peu tout ce monde-là, bah, voilà, j'ai également la possibilité, bien sûr, hein, de le faire. Hein, comme je vous le disais, hein, ça fonctionne très, très, très bien. Donc voilà. Maintenant, j'ai armé, on va dire, voilà, des éléments en 3D. Donc là, j'ai envie en fait de produire finalement mes vues pour pouvoir préparer mes feuilles et mes carnets d'armature que je vais envoyer à l'entreprise. Donc ici, vous avez ici la possibilité de créer vos vues et ici les options justement. Donc, il faut que je fasse gaffe, il est déjà 14h56. Bon, je vais essayer d'aller vite. Donc, du coup, je choisis les vues que je crée, je choisis mon gabarit de vue, voilà. Alors, vous choisissez le vôtre, hein, parce que chacun a sa patte graphique. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On n'a pas envie, nous, de vous imposer des choses. Donc, vous gardez la main sur ces éléments-là, sur ces choses-là. Donc là, j'ai mes réglages, je fais créer vue ici. Donc là, je vais simplement, vous voyez, sélectionner les éléments pour lesquels je souhaite tout simplement créer une vue. Voilà, bon, je fais cela, hein, voilà, terminé. Donc, du coup, bah là, Réogène va s'occuper de créer les vues de face, les vues de côté, les vues de dessus pour chacun des éléments. Donc là, effectivement, vous retrouvez un des casques de pieux. Donc, un truc intéressant aussi, vous voyez, j'avais sélectionné celui-ci volontairement, parce que comme on sait, nous, que ça va être mis sur une feuille, bah, quand on le crée, évidemment, on le retourne. Voilà, parce qu'on sait qu'on ne va pas le poser comme ça sur une feuille, c'est pas esthétique, quoi. Donc, voilà. Donc, on a créé l'ensemble de nos vues. Donc là, c'est rangé, moi, dans mon gabarit de vue, je lui ai dit de ranger ça sous Réogène pour ne pas polluer l'arborescence, parce que c'est vrai que Revit fait aussi le coffrage. Donc, si on commence à mélanger toutes les vues, ça peut vite devenir pénible, on va dire, entre guillemets. Donc voilà, dans mon gabarit de vue, ça c'est du réglage Revit. Hein. Vous connaissez certainement comment faire ça. Et du coup, comme ça, bah, voilà, tout ce qui concerne l'armature, je le range ici et je suis tranquille. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, bah voilà, j'ai mes vues de côté, mes vues de face, etc., etc. Donc, du coup, par rapport aux annotations, là, vous retrouvez ici, vous voyez, différentes fonctionnalités. Donc, ce qui est ici dans cette liste déroulante, ce sont des fonctionnalités 3D, pour le farillage 3D. Donc, étiquette par catégorie, annotation multi-armature alignée et multi-armature linéaire. D'accord ? Ces fonctions, en fait, sont en tout point identiques à celle-ci, étiquette par catégorie, que vous connaissez très très bien, et multi-armature ici, voilà, alignée et linéaire. Alors pourquoi
on a fait ça. C'est tout simplement, c'est un raccourci finalement. Ça vous évite d'aller dans un noté, aller dans un Rayogène, aller dans un noté, aller dans un Rayogène, etc., etc. Donc voilà, ça c'est les fonctions, je dirais Revit, vous les maîtrisez, il n'y a rien à ajouter là-dessus. Et du coup, les familles, vous les maîtrisez aussi. Ça, c'est votre patte, c'est votre façon finalement d'indiquer l'information, etc. La hauteur de police, les couleurs, enfin, vous vous en occupez. Donc là, si je fais voilà, une petite... voilà, une petite étiquette. Bon, c'est une famille. Hein. Vous créez la vôtre, vous la gérez comme bon vous semble. Pareil hein, pour tout ce qui est aligné, machin, etc. Voilà, vous avez votre patte, on va dire, entre guillemets. Donc, nous, on n'a rien à vous apporter. Hein. Vous maîtrisez ça très, très bien. Donc, voilà, il n'y a pas de subtilité autre, je dirais, par rapport à cette fonction d'annotation 3D. Donc, du coup, on va faire une feuille. Voilà, on va faire des feuilles même, parce que le but c'est d'aller vite. Hein. Donc du coup, je suis capable, vous l'avez vu, moi avec Rayogène, on gère les fondations et les poteaux, et on gère la 2D. Donc vous retrouvez finalement les catégories concernées hein, par ce qui est capable de faire Rayogène aujourd'hui. Donc je sélectionne l'ensemble des casques de pieux et mes massifs. Je choisis ici un modèle, donc j'ai un template semelle, très bien. Donc je vous montrerai vite fait tout à l'heure comment on fait pour créer ça. Je choisis une nomenclature. Donc là, voilà, ça c'est sympa. Rayogène par élément, donc c'est une nomenclature que nous on pilote complètement, mais qui permet d'avoir les schémas des barres sur la feuille. Donc voilà, donc ça c'est intéressant. Sachant que vous avez ici, vous voyez, des nomenclatures Revit, parce que vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, créer votre propre nomenclature Revit avec vos colonnes, les filtrer comme vous voulez, enfin bref, tout le tralala. Et en fait, pour qu'elle soit comprise comme étant une nomenclature modèle, vous indiquez tout simplement Rayogène dedans. Voilà, donc hop, tac, et je ne veux pas de titre sur mes vues. Je fais OK, voilà, et là, Rayogène va me créer donc les cinq feuilles, hein, en respectant bien sûr le modèle de mise en plan que je lui ai indiqué. Donc là, je vais replier ça, voilà. Voilà, donc là j'ai mes feuilles ici, on les voit ici, donc si je prends la C2, voilà. Donc je retrouve en fait mes différentes vues demandées, mes fameuses nomenclatures ici. Donc avec des informations complémentaires, parce que comme on a les infos, nous, on sait calculer les longueurs totales, les ratios, etc., etc. Et donc, comme c'est de la 3D, on sait aussi compter combien on a d'éléments. Donc, du C2, j'en ai 2. Bon, voilà, c'est x2. Et mon récap, évidemment, va récupérer ces informations-là pour faire les calculs de totaux. Voilà. Donc là, j'ai le casque C2, voilà. Donc vous retrouvez, hein, vous voyez, c'est toujours le même principe. Et comment ça a été généré? C'est grâce à ces fameuses feuilles ici, template, ces feuilles modèles, on va dire. Et si je vous montre en fait le template semelle, voilà. J'ai ma feuille avec mon cartouche, mon logo, voilà. Ça, c'est chacun à la sienne, on va dire, entre guillemets. Et voilà, ça, ce sont des familles qui sont fournies avec Rayogène, avec le plugin. Donc, on fournit tout un ensemble de familles qui accompagnent Rayogène. Et cette famille-là, en fait, à partir du moment où vous avez un de ces éléments qui est posé sur une feuille, automatiquement, la feuille est considérée comme une feuille modèle. Et l'avantage, c'est que, vous voyez, on peut personnaliser de manière, je dirais, assez fine le positionnement des vues. À savoir, donc, vous voyez, pour la nomenclature, je lui ai dit que ma vue de nomenclature doit être alignée sur le haut et sur la droite. De cette façon, si elle est un peu plus grande que prévu, elle ne va pas sortir tout simplement de la feuille. Quoi. Voilà. Pour la nomenclature du bas, le même principe. Hein. Je ne veux pas que ça sorte, donc je vais lui dire je te contrains ici, je te contrains ici. Si tu es plus haute, ce n'est pas grave, ça ne sera pas choquant visuellement. Et puis voilà, pour les vues, hein, ici, vous voyez, on a l'ensemble des petits triangles, donc ça indique tout simplement que ma vue sera centrée. Voilà. Et donc, vous avez effectivement ici la case centre qui est cochée. Et si je veux changer ça, j'ai simplement ici à venir décocher. Et puis, en jouant avec les cases à cocher, vous voyez, je pilote finalement si je veux que ce soit sur un angle particulier ou si, au contraire, je veux que ce soit centré. Voilà. Donc, très, très simple. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. Voilà. Et puis, du coup, ça vous permet d'agrémenter, je dirais, vos mises en plan pour différents types d'éléments, on va dire, entre guillemets. Donc là, vous voyez, j'ai un template photo. J'ai un template dessin, voilà, etc. Donc ça, c'est vous qui pilotez à nouveau. Hein. Et puis, l'idée, c'est aussi, pourquoi pas d'avoir une bibliothèque dans laquelle vous stockez tous ces différents templates que vous pouvez partager entre vous. Et puis, comme ça, au fur et à mesure, à plusieurs, vous agrémentez, je dirais, les possibles mises en plan que vous pouvez offrir en fait à vos clients. Donc voilà, donc là, je vous ai montré la partie mise en plan. Il ne me reste plus que le carnet à vous montrer. Donc là, je vais créer un nouveau carnet. Donc, le carnet 01, on va l'appeler
Voilà. Donc, je fais plus pour ajouter le carnet ici. Donc là, je retrouve en fait l'ensemble des feuilles qui ont été créées avec Reogen. Donc là, je fais tous. J'enlève juste mes fameux templates là, parce que bon, je ne vais pas les mettre dans mon carnet quand même pour envoyer au client. Donc là, j'ai mon cartouche, mon cartouche traditionnel, on va dire. Et puis là, voilà, j'ai mes différentes vues. Alors, possibilité, bien sûr, hein, si jamais on ne veut pas que ce soit le C2 en premier, voilà, on peut, voilà, vous pouvez tout à fait jouer là-dessus. Voilà, pour réordonner, on va dire, selon vos souhaits. Donc, du coup, une fois que je fais ça, ben, je fais, parce que vous voyez, les numéros, ce sont les identifiants des feuilles. Donc, nous, on veut quand même un numéro parlant. Donc, je fais OK. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le constater dans l'arborescence ici, clac, ben, vous voyez, il m'a renuméroté l'intégralité finalement des feuilles. Et donc, notre stratégie de numérotation, parce que Revit n'autorise pas le même numéro sur différentes feuilles. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on prend simplement le numéro du plan, quoi, tout simplement, du cartouche, quoi, et on rajoute point et le numéro de la page. Donc, pour l'instant, ça a l'air de plaire, de convenir. Puis, il y a un autre avantage que moi, je vois. Bon, j'ai fait du chantier quand j'étais jeune. Souvent, les carnets sur les chantiers, les agrafes ne tiennent pas longtemps. Donc, le fait, finalement, de pouvoir reconstituer son carnet à partir de pages volantes, du coup, voilà, je sais que c'était la page 3 du carnet 01. Bon, voilà, je sais où elle était, cette page. Donc, ça amène aussi ce petit côté-là qui est, à mon avis, plutôt sympathique. Donc voilà, donc là, ce que je vous ai montré, c'est vraiment, je dirais, le bout en bout. Voilà, j'arme en 3D mon élément, je crée mes vues, je fais mon étape d'annotation, voilà, je crée mes feuilles, je crée mon carnet. Voilà. Donc ça, c'est sur la partie 3D. Maintenant, sur la partie 2D, parce que c'est ça qui va être vraiment, à mon sens en tout cas, vraiment intéressant, vous allez voir que le concept est très proche de ce que vous pouvez connaître dans d'autres outils. Voilà. Tac. Donc là, j'ai ici, je suis sur une vue de dessin. D'ailleurs, je vais fermer ça et je vais rouvrir ma vue de fondation. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai une semelle SA. Donc, cette semelle fait 80 par 150 par 40 et dessus, elle a un poteau P1 qui fait 20 par 40. D'accord? Voilà. Donc, cet objet-là, c'est une famille Reogen qui a été développée, que j'ai développée, voilà, et que vous allez pouvoir justement utiliser. Alors, vous pouvez créer les vôtres, hein, la liste des familles n'est pas figée, vous pouvez rajouter des éléments à vous, des familles de coffrage. Vous les retrouvez ici. Donc là, vous avez tout un tas d'éléments, on va dire, entre guillemets. Et puis, comme je vous disais, vous pouvez créer les vôtres, etc. Il y a juste quelques prérequis à respecter. Et puis derrière, voilà, vous pouvez modifier celle-ci. Enfin, voilà, vous faites ce que vous voulez. À nouveau, notre idée, c'est pas de vous brider, pas du tout. Donc là, j'ai mes différentes familles. Si je sélectionne ce petit monde-là, vous voyez, j'ai mis comme identifiant S1. Donc le même identifiant que le massif 3D que je viens de vous montrer à l'instant. D'accord? Regardez, si je fais actualiser, et bien voilà, j'ai récupéré les dimensions du S1 3D. Donc, ça va être le côté vraiment très, très intéressant dès lors qu'on va commencer à raisonner en termes de bibliothèque, c'est-à-dire de ferraillage d'éléments types que vous allez sauvegarder et au fur et à mesure, vous allez créer une grosse bibliothèque et derrière, vous allez gagner mais un temps fou. Alors, comment ça marche? Parce que ce n'est pas de la magie quand même. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est expliqué dans l'aide. Et puis, on a aussi créé parallèlement une formation de prise en main Reogen. Et l'idée, en fait, de cette formation, donc de 2 jours, c'est qu'à l'issue de la formation, voilà, vous ayez préparé justement vos éléments, vous sachiez exactement comment ça fonctionne, et l'idée, en sortant des 2 jours de formation, le lendemain, vous êtes opérationnel sur Reogen. Voilà, c'est l'idée. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais grosso modo, quand même, pour expliquer le concept, parce que c'est pas magique, hein. Ici, vous voyez, vous avez des paramètres qui s'appellent Reogen var, et en fait, on fait une espèce de mise en correspondance, on va dire, de paramètres. Donc, le paramètre X semelle de mon élément 2D, je lui dis qu'il doit être égal au paramètre largeur de S1. C'est la clé. L'identifiant est la clé qui permet de faire communiquer, on va dire, les objets. Donc, etc. Et puis, quand je dois appeler un autre élément que S1, eh ben, je lui indique simplement, là, donc ça veut dire que mon Y poteau, donc la dimension verticale de mon poteau, eh ben, il est égal au paramètre H de P1, de l'objet 3D qui s'appelle P1. Voilà, tout simplement. Donc, bien sûr, une fois que ces formules sont mises en place, l'idée, ce n'est pas de le faire à chaque fois. Comme je vous disais, hein, le gros principe, ça va être de pouvoir finalement créer une bibliothèque. Et je vais vous montrer ça tout à l'heure, c'est tout simplement
enfin, c'est royal, quoi. Il n'y a rien à dire là-dessus. Donc là, ce que je vais vous montrer, avant de vous montrer justement le but ultime, on va dire, enfin l'utilisation ultime que moi je conseille par rapport à Ryugen, je vais vous montrer les fonctionnalités de dessin. Déjà que vous voyez comment ça se comporte, comment on décide en fait des fariages dans Ryugen. Donc j'ai mon coffrage. Ici, j'accède en fait à la bibliothèque de famille d'armature 2D, donc c'est les familles que j'ai créées, et à nouveau, elles sont pas, vous pouvez en rajouter d'autres, vous pouvez les modifier, bon, il faut faire n'importe quoi quand même, parce qu'il faut que ça marche derrière, mais en respectant les prérequis, il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez vraiment ajouter des choses, enfin, il n'y a aucun problème. Donc là, je vais prendre des barres de 10, tac, il me demande de sélectionner le coffrage de référence, donc je clique ici, ensuite je prends point de départ, point d'arrivée. Voilà, j'ai dessiné ma barre. Donc, vous voyez, c'est vraiment simple, hein, basé sur 2 points. Clic, clic, ça dessine mon élément. Donc, je relance ma fonction. Je vais mettre du 8. Tac. Donc, pareil, sélectionner le coffrage. Voilà. Je clique mon point de départ, mon point d'arrivée. Bon, là, je vais faire un enrobage de 5, histoire d'avoir la place de mettre ma distribution, ma répartition. Donc là, j'ai dessiné mes 2 barres. Donc, je vais lui dire maintenant que je vais répartir mes barres. Donc, je vais le faire d'abord en section. Moi, je peux aussi le faire en linéaire, on le fera tout à l'heure. Donc, barre en section, je veux, alors soit je lui indique un nombre, soit je lui mets un espacement maximum. Donc, espacement maximum de 20, c'est très bien. Donc là, il me demande de sélectionner la barre de référence. Donc, à chaque fois, en bas à gauche, hein, vous voyez peut-être regarder comme ça, mais c'est indiqué en fait ce qu'on attend en fait. Donc, c'est guidé en fait. Hein. Vous n'êtes pas bloqué à vous demander qu'est-ce qu'il veut. Voilà. Donc, je sélectionne ma barre de référence. Ensuite, je la répartis, hein, donc entre ce point-là et ce point-là. Voilà, pas de souci. Je relance ma commande. Alors, je mets 20, 20, mais voilà, on peut bien sûr changer les valeurs et tout ça. Donc là, je sélectionne ma barre ici. Donc, clac, je zoome un peu pour être précis. Voilà. Je répartis ici, ici. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai distribué ma barre. Et évidemment, au-delà du fait que la numérotation, c'est ça que je ne vous l'ai pas dit, mais se fait automatiquement. Donc là, c'est la barre que j'ai dessinée en premier, elle a le repère 1. Celle-ci, elle a dessiné en deuxième, elle a le repère 2. Mais évidemment, là, le fait que je l'ai distribué, forcément, il y a des informations qui sont remontées. Hein. Il sait qu'il y en a 5, il y a un espacement de 20, etc., etc. Donc là, je vais vous montrer la distribution, on va dire, en représentation linéaire. Voilà. Donc, je choisis une représentation linéaire. Et donc là, voilà, vous choisissez finalement dans quel sens vous regardez la barre. Donc là, vous voyez, typiquement, j'ai une barre et les 2 points bleus que vous avez, c'est finalement les clics, premier clic, deuxième clic. Ça vous permet de savoir, en fait, dans quel sens vous regardez la barre, tout simplement. Donc là, je vais regarder ma barre comme ça, je fais OK. Donc là, il me demande de sélectionner la barre de référence. Voilà, donc là, je clique point de départ. Voilà, je ne suis pas dans le bon sens, je fais espace, hein, mais ça, c'est du Revit, hein, vous connaissez très, très bien. Voilà, je relance ma petite fonction. Voilà, je sélectionne ma barre de référence. Je clique mon point de départ, espace, mon point d'arrivée. Voilà, et vous voyez, à chaque fois, le dessin s'est mis à jour, bien entendu, en fonction des informations. Comme j'ai cliqué la barre ici, il sait ce qu'il doit faire. Ryugen, il sait ce qu'il doit dessiner. Et ce qui va être intéressant, c'est que, imaginons que je me suis trompé sur ma répartition. Ici, vous avez une fonctionnalité d'édition de la répartition. Et donc, si je sélectionne cette barre-là, je lui dis finalement, ce n'était pas tous les 20, c'était tous les 10. Donc, je mets 10. Vous allez voir que non seulement la barre va se mettre à jour, mais toutes les représentations finalement de cette barre en répartition vont être mises à jour instantanément sur les autres vues. Donc, ça veut dire que ici, ça va se mettre à jour. Voilà. Et ici, au niveau des barres coupées, ça va se mettre à jour. OK, clac. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais voilà. Et bien sûr, hein, évidemment, les informations, maintenant j'en ai 8, c'est espacement 10, etc., etc. Donc voilà, ça c'est l'intelligence que nous on a développée effectivement dans le dessin, on va dire, des armatures 2D. Donc vous voyez, c'est très proche hein, effectivement des outils comme Advanced Concrete, AutoCAD Structural Detailing, des produits de ce style, avec la même philosophie finalement. Et puis donc par rapport à cet objet-là, on a la partie annotation. Donc là, on a autant ça, c'est des fonctions Revit 3D classiques, etc., etc., que là, on est dans une fonction vraiment développée par nous pour Ryugen. Donc là, on a des options du coup. Et effectivement, vous retrouvez des familles que j'ai développées qui sont à nouveau modifiables. Vous pouvez améliorer des choses, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, différentes familles ici. Donc là, je veux étiqueter une barre. Je veux utiliser ce type-là, donc le repère, le nombre, le diamètre, la longueur, l'espacement.
Voilà. Et du coup, je veux en même temps en profiter pour poser le schéma, donc le schéma avec les codes dessus. Et puis, je veux une petite ligne d'attache là, pour bien qu'on identifie bien de quelle barre je parle. Donc, je fais OK. Et donc là, je fais étiquette plus. Je clique ma petite barre ici. Et là, il me demande où c'est que tu veux poser l'étiquette. Hop, et donc, je vais la mettre ici, par exemple. Puis après, c'est du Revit, vous manipulez ça comme bon vous semble et tout ça. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est deux éléments. Parce que ça vous offre tout simplement plus de souplesse par rapport à… Parfois, il y a des obstacles, il y a des encombrements, il y a des choses. Moi, comme ça, vous êtes libre. Vous posez ça comme bon vous semble. Et donc, là, si je relance étiquette plus, voilà, je prends ma petite barre, je veux l'étiquette ici. Je prends ça, clac, 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 clac. Bon, puis vous personnalisez bien sûr le graphisme. Si vous voulez la petite tique ici, vous la mettez. Enfin, voilà, tout est ouvert toujours dans notre état d'esprit. C'est surtout de vous permettre de vraiment utiliser l'outil comme bon vous semble. Voilà. Donc voilà, donc là j'ai fini. Puis du coup, si on poursuit un peu notre déroulé, on va dire entre guillemets, maintenant je vais créer ma feuille. Voilà, je crée ma petite feuille. Donc là, du coup, c'est une vue de dessin. Donc je vais prendre S1 ici. Je vais choisir comme template dessin, je vais mettre Réogène élément, Réogène Toto, je ne veux pas de titre, je fais OK. Donc là, il va me créer ma petite feuille, voilà. Donc elle est ici, vous voyez, tac, tac, tac. Hop, donc ça, je ne vais pas enregistrer pour l'instant. Donc vous voyez, vous retrouvez, que ce soit 2D ou 3D, on retrouve la même patte finalement. Donc du coup, je dirais les lecteurs de plans sont habitués à ça, il n'y a pas de problème, on a les infos habituelles, etc. Par contre, là, vous voyez, je ne l'ai pas encore mise dans mon carnet. Si on voit l'identifiant de la feuille, pas de souci, regardez, clac. Je prends mon petit S1, je la remets là, puis tiens, je vais même la mettre en première position. Voilà, je fais OK. Et hop, vous voyez, ma S1 est bien en première position, mais du coup, comme j'ai changé l'ordre des pages, il s'est occupé de tout renuméroter. Parce qu'on ne va pas avoir 2 pages 1 ou de ce genre de choses. Ce n'est pas possible, quoi. Donc voilà, donc comme ça vous permet de voir avec la 2D, voilà, jusqu'où je suis allé, vous voyez, mais comme finalement, avec la 3D, on est bien arrivé au carnet, à l'étape finale. Alors maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, là, je vous ai montré comment on dessine. Mais moi, je suis quelqu'un de très feignant. Une fois que je fais des choses, j'aime bien pouvoir les réutiliser. Donc, je vais vous montrer justement le concept que moi, je vous recommande avec Réogène. C'est vraiment cette notion de créer finalement une bibliothèque d'éléments types que je vais pouvoir réutiliser et surtout avec lesquels je vais pouvoir gagner un temps fou. Voilà, c'est vraiment ça l'objectif. Donc, ce que je vais faire, je vais aller sur mon plan de fondation, je vais prendre tac, 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 ce petit monde-là, hop, je vais refaire ici une petite S2 du coup. Hop, voilà. Je vais mettre IP1 ici, hop, il fait 20-40, voilà, okay, c'est parfait. OK, donc là, j'ai créé une petite S2. Je vais aller chercher dans mon fichier bibliothèque, justement, avec la fonction insérer à partir du fichier. Je vais chercher une vue. Voilà. Donc, clac, clac, le biblio, donc là, je suis en 2022. Voilà, on voit sur la petite vignette, hop, ouvrir. Voilà. Donc là, c'est les vues, en fait, finalement, et les feuilles que je peux récupérer d'un autre fichier pour les remettre dans mon projet actif. Donc là, effectivement, comme vous pouvez le voir, j'ai une vue de dessin semelle isolée 1, donc c'est un coup type, on va dire, entre guillemets. Mais vous voyez là, c'est déjà annoté, tout est déjà dessiné, d'accord? Tiens, même chose, une semelle filante, coupe type, voilà. Tiens, je vais la prendre aussi. Alors j'en profite d'ailleurs pour vous montrer, vous voyez, les templates là, comme je vous le disais, si c'est dans le fichier bibliothèque, vous pourriez éventuellement aussi les rapatrier le jour où vous en avez besoin. Voilà, au choix. Là, c'est soit vous le mettez dans le gabarit, soit vous les mettez effectivement dans ce fameux fichier bibliothèque, si c'est l'option que vous retenez pour utiliser Réogène. Donc, du coup, je rapatrie ces deux-là. Bon, là, il me dit, tiens, je connais. Oui, c'est normal. Il n'y a pas de problème. Les petits messages de Revit. Voilà. Donc là, j'ai ma fameuse, vous voyez, vue que je viens d'importer, semelle isolée inf, là. Alors, comme je sais que je vais faire la S2, tout de suite, pour ne pas me mélanger les pinceaux, je l'appelle bien S2, d'accord? Et là, ce que je vais faire, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Je vais simplement sélectionner les éléments Réogène. Je vais dire, toi, tu vas être S2. Bon, vous voyez où je veux en venir. OK. Je viens de créer la liaison entre cet objet 2D et ma fameuse S2 3D que je viens de copier tout à l'heure. Donc, une fois que cette liaison est créée, vous avez vu tout à l'heure, j'ai simplement cliqué sur « Actualiser ». Et du coup, très vite, après, il prend le relais. Réogène, il fait le taf. Voilà, tout simplement. Donc, vous voyez l'idée. Ça veut dire que dans ces fameux fichiers bibliothèques, les formules, comme je vous disais, elles sont déjà en place partout. D'accord?
le dessin il est déjà fait. J'ai contraint mes barres sur les coffrages. Donc, si le coffrage bouge, parce que c'est toujours lui qui pilote l'armature, le coffrage, ça ne change pas, du coup, forcément, mes barres vont se mettre à jour. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il me reste à faire là maintenant? Une fois que j'ai récupéré ma géométrie de ma 3D, je vais simplement en fait prendre ma barre. Là, ce n'était pas du 8 parce que là, j'ai calculé que c'était du 10. Et puis, je vais éditer ma répartition éventuellement, si le calcul l'impose. Là, c'est tous les 12. Voilà. Voilà. Et ça met à jour mon dessin. Et voilà, j'ai fini. Donc, vous voyez, le principe, c'est vraiment ça. Donc là, c'est sur une semelle isolée, mais on peut imaginer sur des coupes types en fait, de tout type d'éléments, finalement, que vous auriez armés en 3D. Et après, à vous de voir, effectivement, si vous faites cette liaison, on va dire 3D, 2D, parce que si vous n'avez pas envie de vous embêter avec ça, vous modifiez simplement les valeurs ici et ça marche aussi. Voilà, donc c'est vraiment au choix. Donc du coup, ce qui peut être également quelque chose d'assez sympa, c'est qu'une fois que j'ai ramené une coupe type, en fait, cette fameuse vue-là, je vais faire clic droit, dupliquer les vues avec les détails. Donc là, je vais préparer une S3. Voilà, donc je vais l'appeler S3. Je vais aller ici, je vais prendre en fait, tac, tac, ces éléments-là, clac, hop, hop. Je vais donc l'appeler S3. Voilà, OK. Et puis, je ne vais pas faire la même dimension pour changer un petit peu quand même. Je vais mettre une 120 comme ça. Puis bon, là, je peux laisser P1 par contre. Hop. Voilà. OK. Et donc, si je vais dans ma S3, à nouveau, je sélectionne les éléments rhéogènes. Je lui dis, je veux que tu te connectes avec la S3. OK. Je lui dis actualiser. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça la puissance derrière, finalement, qu'on a voulu en fait déployer pour vraiment vous permettre de gagner du temps sur tout ce qui est ferraillage et des éléments, on va dire, plutôt répétitifs, qu'on fait parfois sous forme de tableau ou ce genre de choses. Après, sur des ferraillages, je dirais, un peu plus qui sortent un peu du commun, vous avez les fonctions de dessin, comme je vous ai montré. Vous pouvez ferrailler même des éléments un peu plus tordus, entre guillemets, etc. etc. Alors, vous n'avez peut-être pas, du coup, les automatiser, ceux-là, mais en tout cas, vous pouvez le faire. Donc, vous avez vraiment, je dirais, un panel de possibilités par rapport, justement, à ces dessins-là de ferraillage 2D qui vous permettent voilà, de gagner vraiment du temps. Et puis, à nouveau, en cours de projet, finalement, j'ai un peu été gourmand, là, j'ai surdimensionné un peu, c'est une 100 par 30. Je reviens ici, je fais actualiser. Et voilà, c'est à jour. Voilà, donc vous voyez, voilà, c'est vraiment ça notre approche. Et puis, dernier truc, puis après j'arrête parce que je vois que le temps tourne vite. J'ai ramené là, vous avez vu, une petite semelle filante. Une petite semelle filante. Donc du coup, vous voyez, là, j'ai un filant. Il fait 1 mètre, d'accord? Et puis, j'ai un transversal. Voilà. Moi, dans mon projet, ici, là, donc j'ai plein de semelles filantes. Voilà, des 50 par 20. Et elle s'appelle SF50. Donc là, vous voyez venir avec mes gros sabots. Je vais sélectionner tout ce petit monde-là. Je vais lui dire que c'est connecté à la SF50. OK. Et donc, dès lors que je vais actualiser, hop, je récupère la géométrie. Et vous avez vu là, il y a eu des quantités là maintenant. Si je prends mes filants, ils ne sont plus 1 mètre. J'ai environ 151 mètres hors recouvrement de filants. Et j'ai 757 transversaux. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement en fait que non seulement en Rhéogène, on peut faire, vous avez vu, des connexions, on va dire, lier des paramètres, des valeurs de paramètres entre elles, mais on peut également faire des calculs. C'est-à-dire que comme on a le modèle 3D, on s'est dit, une coupe type sur un élément linéaire, nous, si on interroge le modèle 3D, on sait récupérer des longueurs. Donc, on peut faire des calculs. Donc, à nouveau, il y a des formules. Donc, tout ça, là, je ne vais pas vous expliquer tout ça en détail, mais voilà, le tout, c'est que vous sachiez qu'on peut le faire. Et derrière, voilà, vous pouvez calculer des quantités, etc., à l'aide de formules. Tout ça, c'est expliqué, bien entendu, dans l'aide et puis, comme je vous disais, dans la session de formation qu'on a vraiment dédiée autour de Rhéogène. Et derrière, une coupe type sur un voile, une coupe type sur un acrotère ou des choses comme ça, et à partir du moment où vous utilisez Rhéogène, pas besoin de sortir la calcose, de prendre des cotes ou des machins, des bidules. Vous avez juste à lui indiquer les formules et lui, il va s'occuper d'interroger le modèle pour faire le calcul pour vous. Voilà. Donc, voilà un petit peu. Et puis, dernière chose, parce que j'ai vu tout à l'heure un petit truc voilà, que je n'avais pas montré.
Voilà. Donc, comme je vous le disais, hein, donc l'équipe est en train de finaliser tout ce qui est répartition de treillis soudés. Donc là, je vais le rouvrir. Mais pour vous montrer quand même la puissance hein, de l'outil. Donc là, ça symbolise une élévation de voile, on va dire, hein, tout simplement. Donc là, je vais venir sélectionner mon élévation de voile. Je vais choisir, pourquoi pas du ST15C. Je vais choisir l'axe, par exemple. Là, je vais lui dire, on va mettre des transversaux alignés. Je fais OK. Je clique pour prendre le focus. Je fais mes 2 petits points. Clac. Voilà. Ah, j'ai mal cliqué. Bon, c'est pas grave. En tout cas, vous voyez, ça fonctionne. Hein. Je sais armer des voiles, il n'y a aucun problème là-dessus, etc., etc. C'est juste que j'ai cliqué comme un sauvage. Donc, voilà le résultat. Bon, c'est pas très, très grave, parce que là, il me suffirait tout simplement de hop, hop, sélectionner ça. Là, je lui dis supprimer les TS qui sont dedans, supprimer. Voilà. Hop, je lui dis je resélectionne ça. Et puis, je vais refaire propre quand même. Hop, voilà, donc clique pas trop vite. Voilà. Voilà, là c'est propre. Donc voilà, pour vous montrer, hein, vous voyez, même si on se trompe, c'est pas grave, il y a les fonctionnalités, je dirais, qui permettent d'avancer là-dessus. Et ce que je voulais vous montrer, voilà, c'est ça. Parce que parfois, on a des dallages ou des radiers qui ont des formes plus ou moins complexes, on va dire, entre guillemets. Et donc, effectivement, là, si je veux travailler sur cette zone-là, je sélectionne mon air. Bon, je vais mettre, je pense, un radier, il y a du camion à passer, etc. Je pars sur du ST65C. Je vais lui mettre, tiens, ça, la gestion des chutes, hein, pourquoi pas, c'est pas mal. Je fais OK. Je clique ici. Donc, point de pause et puis mon vecteur de direction des porteurs. Voilà. Et vous voyez, même sur une forme comme celle-ci, c'est robuste l'algo qui a été développé là, parce que vous voyez, hein, j'ai des pans cassés, j'ai des courbes, des choses comme ça, il n'y a pas de problème. Le logiciel, lui, il sait faire ça. Voilà. Et donc là, vous avez vos quantités qui sont précises par rapport à ce qui a été dessiné, remontées bien sûr dans la nomenclature. Enfin, voilà, je ne vais pas refaire l'explication de tout à l'heure, mais voilà, ça vous montre en fait, hein, je dirais, vraiment la robustesse, on va dire, entre guillemets, de l'algorithme de dessin qui est très, très puissant. Et je dis bravo à Hervé et puis à Willy, hein, donc les 2 développeurs avec qui je travaille sur le sujet, qui font un travail remarquable. Je crois qu'ils sont connectés d'ailleurs, donc vous pouvez les féliciter par chat hein, si le cœur vous en dit. Voilà, donc j'arrête moi maintenant le partage de l'écran, puis on va essayer de discuter un petit peu. Non, c'est pas ça que je veux faire. Arrêter, c'est là. Voilà. Et voilà, comme ça, je vois tout le monde. Donc, je vois que vous êtes encore nombreux qui êtes restés connectés. Donc, ça fait vraiment plaisir parce que c'est vrai que plus le logiciel grossit, plus, comment dire, plus ça prend de temps à montrer et à expliquer. Donc, je pense qu'on va faire évoluer le principe d'évoluer Théogène. On fera des plus courts, mais sur des thématiques précises les prochains coups. Parce que c'est vrai que là, je vois, on avait prévu 1 heure et moi, je suis en plus un peu bavard. Donc voilà. Alors, j'arrête de parler maintenant et puis voilà, si je dirais quelqu'un veut profiter pour poser une question, donc normalement, je pense que vous devez pouvoir désactiver vos micros tout seul, hein, je pense. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole, à moins qu'il faut que je dise quelque chose. Permettre aux participants, si j'enlève ça, peut-être ça va marcher. Voilà, normalement, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole voilà. Non, ce n'est pas autorisé apparemment. Comment je peux faire ça alors? Il y a sûrement une option. Hein. Activer, demander à tout. Ah, demander à tout le monde là. Oh là là. Alors attention, ça risque de faire bizarre. Ah non, ça va marcher. Donc là, normalement, ça devrait marcher. Jonathan, c'est Xavier. Tu as des questions aussi dans le chat. Oui, tout à fait, tout à fait. Je voulais d'abord voir si quelqu'un avait envie d'échanger de vive voix. Non? On va regarder le chat alors. On va regarder le chat. Discussion. Ah oui, il y a 12 points. Alors, hop, je remonte ici. Donc, on a une question. Alors, par contre, c'est... Ah voilà, je peux agrandir comme ça, ce sera plus sympa. Donc, à aucun moment vous sélectionnez le plancher avant de créer le TS. Comment sait-on qu'il est bien dans le plancher BA? Alors, en fait, sur cette fonctionnalité, en fait, c'est d'A2D, hein, ce que nous, on a développé pour la partie TS au niveau de Réogène. Néanmoins, en fait, il y a la possibilité comment dire,
on va développer la possibilité d'assigner, entre guillemets, cette 2D à un élément 3D, comme on l'a fait pour les barres. Donc ça va arriver par la suite. Et comme ça, effectivement, le fait qu'on puisse connecter finalement notre 2D à un élément 3D concrètement, c'est-à-dire à une dalle, vraiment Revit, quoi, ça va nous permettre d'ouvrir la possibilité de calculer les ratios aussi pour les dalles. Donc pour l'instant, c'est pas développé, c'est pas prévu pour la V2 qui sort à Batimat, mais dans la 2.1, ça va être implémenté. Et effectivement, là, on va pouvoir vraiment faire une vraie liaison 2D, 3D, comme pour les barres, et là, ça va bien marcher. Donc, Hubert, ensuite, alors je pense que je réponds à la question, mais voilà, donc pas d'inquiétude, ça fonctionne. Là, ce qu'il faut gérer, c'est plus raisonner par vue, tout simplement. PH, R+2, ferraillage 1, ferraillage sup, et puis ça marche très, très bien. Donc, Hubert, bonjour Jonathan, comment vas-tu? Je vais très bien. Et toi, j'espère que toi aussi. Comment Réogène peut gérer les trémies? En fait, je l'ai montré à la fin un petit peu. Là, vous avez vu sur mon élévation de mur, voilà, il y avait une fenêtre, il y avait même des portes et tout ça. Vous avez vu, lui, il n'y a pas de problème. C'est bien. C'est bien pris en compte, il n'y a pas de souci. Puis après, vous avez des fonctionnalités de dessin des barres 2D pour dessiner vos renforts autour de la trémie, etc., etc. Donc là, voilà, on est opérationnel maintenant pour tout ce qui est dalles et murs et tout ça, ça fonctionne très, très bien. Donc là, j'ai une question. Est-ce que l'export fonctionne avec les ferraillages depuis Archepoutre? Non. Parce que en fait, autant sur les produits Revit, Robot, enfin les produits Autodesk, on a accès à l'API, donc ce qui nous permet nous en fait de programmer, de développer par rapport au cœur, on va dire, de fonctionnement de l'outil de Revit, que Archepoutre, c'est Gretec. Donc, on n'a pas accès à l'API de Gretec. Donc, là-dessus, non, on ne peut pas, sauf si un jour Gretec peut-être nous appelle en disant « Ah, c'est vachement bien Réogène, on aimerait bien voilà, discuter avec vous pour faire des choses », effectivement, là, à ce moment-là, on pourrait l'envisager. Voilà. Alors, après, qu'est-ce que j'ai ici? Pour les semelles, cela signifie que si notre famille de semelles comprend un volume de gros béton, celui-ci sera considéré dans le volume que vous récupérez. Alors, pas nécessairement. Alors là, c'est une fonctionnalité qu'on a développée justement parce qu'on avait des utilisateurs qui fonctionnent comme ça, c'est-à-dire avec un solide qui représente le gros béton et un solide qui représente le massif en lui-même. Et donc, notre stratégie, du coup, c'est si je détecte deux volumes, je prends celui du dessus, et c'est celui du dessus que j'arme. Donc, normalement, ça fonctionne. Alors après, peut-être si quelqu'un qui est dans le chat ici a testé justement avec une famille similaire, s'il peut confirmer en mettant un petit mot, mais normalement, des tests que moi j'ai faits, ça fonctionne. Donc, voilà. Après, qu'est-ce que nous avons donc, merci pour la présentation, c'est très intéressant. Je suis malheureusement obligé de vous abandonner. Au revoir. D'accord. Écoutez, Romain, voilà, on aura l'occasion d'en reparler, je pense. Parce que, comme je le disais, voilà, la version sort à Batimat. Donc, si vous allez à Batimat, moi, je serai présent toute la semaine là-bas. Et ce sera avec un grand plaisir, bien sûr, que je discuterai avec vous. Puis même, si vous voulez prendre contact, vous savez, il n'y a pas de problème. On est facilement joignable chez Atlampad. Donc, n'hésitez surtout pas. Alors, Jean-Pierre. Jean-Pierre. Merci Jonathan pour ces nouveautés. Bravo aux développeurs. Les fonctions pour les TS sont au point et top pour l'optimisation. Intéressant également la personnalisation des nomenclatures. À bientôt. Super. Donc voilà, ça fait plaisir. Jean-Pierre, donc c'est quelqu'un qui suit Réogène depuis longtemps. C'est pas le seul, il y en a plein, effectivement. Mais voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours d'utilisateurs concrets, dont c'est le métier, qui utilisent des outils au quotidien. Donc ça, c'est cool. Merci Hubert. Jean-François, bravo. Super, merci Jean-François. Voilà, Florian, merci. Ouais, très bien. Yves-Laurent, non, pas autorisé. Donc ça, c'était par rapport au micro tout à l'heure. Voilà, Jean-François, du coup, est-ce que la solution Réogène peut être mixée avec la version Gretec? Non, justement, c'est ce que je vous disais. Mixer, tout dépend de ce qu'on veut faire. Parce qu'en fait, vous savez, dans Archepoutre, on peut exporter en DXF. Voilà. Donc, DXF, c'est un format qui est lu par Revit. Donc, ce qu'on pourrait imaginer, en fait, c'est de mettre en calque, on va dire, entre guillemets, en sous-main, la vue DXF et puis redessiner vite fait, du coup, grâce à ça, sa poutre avec les fonctions Réogène. Et de cette façon-là, ça permet effectivement de pouvoir quantifier directement dans Revit l'ensemble des armatures, même celles des poutres. Mais ça oblige à une étape de redessin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Par contre, avec Robot, là, il n'y a pas de problème, comme je vous le disais. Robot, c'est Autodesk, ça discute bien. Donc, ça fonctionne bien. Et là, du coup, effectivement, vous armez dans Robot, vous ramenez le ferraillage dans Revit, c'est automatique quasiment, quoi. Voilà.
Donc, Alexandre, ah bah super, impeccable. Donc voilà, j'ai la confirmation. Peut-on gérer les enrobages des TS par côté? La couleur des barres peut-elle être gérée? Donc oui, oui, la couleur, je vois la question. Alors pour l'instant, nous, on a figé, on va dire, les couleurs. Mais après Batimat, parce que là, on est vraiment en mode rush, nous, vous imaginez bien. Donc, après, dans la version 2.1 ou quelque chose comme ça, vous pourrez personnaliser les couleurs. On a essayé d'être pas trop bête, on a choisi des couleurs qui sont bien visibles, je dirais qu'il n'y ait pas trop de confusion possible. Donc voilà pour la question couleur. Donc vous aurez une petite interface à terme qui vous permettra de choisir vous-même les couleurs. C'est vrai qu'on y avait pensé, et puis voilà, on a eu d'autres urgences, donc on s'est dit, bon, on garde ça pour 2.1, on priorise, et on avance sur les TS. Alors les enrobages des TS par côté, bah, en fait, il n'y a pas... On n'a pas forcément besoin, parce que comme on dessine, je dirais, la zone remplie, bah, finalement, c'est nous qui choisissons la limite à calpiner. Donc, du coup, il n'y a pas de souci. Par exemple, si je dessine ma zone remplie avant de lancer la fonction de calpinage, bah, dans la fonction de dessin, je vais pouvoir lui dire décaler de 3 cm par exemple. Je clique mes extérieurs, clac, 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 clac. Et du coup, bah, ma zone remplie, elle sera tout de suite avec le bon enrobage. Et je sais que moi, je dois remplir. Réogène, lui, il sait qu'il doit remplir l'intérieur de la zone remplie. Voilà, tout simplement. Donc, c'est notre stratégie. Après, bah, voilà, comme je le disais tout à l'heure, hein, s'il y a des idées ou des choses comme ça, bon, nous, on est toujours ouvert à étudier la question et tout ça, quoi. Donc, ferraillage des poutres, bah, comme je l'ai dit, alors peut-être que vous étiez peut-être pas connecté, vous avez peut-être loupé le passage. On n'a pas vocation, nous, à faire du calcul. Réogène, on n'a pas envie d'aller dans ce truc-là. Bah, voilà, on est plus dans l'aide au dessin, dans l'automatisation de tâches chronophages, des choses comme ça. Le calcul, parce que faire un ferraillage automatique d'une poutre sans passer par la phase calcul, moi, j'y crois pas. Enfin, ça me paraît extrêmement complexe. Donc, du coup, vous pouvez ferrailler des poutres avec les fonctionnalités 3D de Revit, quoi. Voilà, ça c'est normal. Voilà. Et vous pouvez aussi faire une poutre avec les fonctionnalités 2D de Réogène. Donc ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire. Voilà, avec les fonctions de dessin que je vous ai montré tout à l'heure. Donc vous pouvez tout à fait envisager ça. Voilà. La nomenclature peut-elle être barrée ou avoir une indication quand elle n'est pas à jour? Donc, la nomenclature, les différentes nomenclatures. Alors, de mémoire, il y a un stamp, enfin, il y a une date, en fait, hein, qui est remplie au moment où on génère la nomenclature. Donc, du coup, vous avez l'information de savoir quand est-ce qu'elle a été créée. Après, vous avez vu, hein, le fait de simplement cliquer sur le bouton, ça suffit pour rafraîchir, on va dire, toutes les petites nomenclatures qui sont sur les feuilles, là. Si vous faites des modifications, machin, bah, vous cliquez simplement sur le bouton nomenclature, vous refermez, et l'ensemble des feuilles avec ces fameuses nomenclatures sont mises à jour instantanément. Pour les exports de nomenclature que vous avez exportés avec la fenêtre nomenclature, bah, voilà, dès que vous faites des modifs, vous relancez le truc, vous exportez, ça écrase l'autre, et puis vous êtes bon. Donc, vous pouvez éventuellement, effectivement, vous servir de cette possibilité-là, je dirais, pour, avant de livrer les plans, tout simplement, voilà, vous lancez la nomenclature, et puis il n'y a plus de problème, quoi. Poteau hanté ou en aile, bah ça fait partie évidemment aussi des améliorations hein, sur lesquelles on va réfléchir. Parce qu'en fait, ce sont des scénarios finalement. Là, on est sur des poteaux rectangulaires, carrés et circulaires. Un poteau hanté, c'est une variante, on va dire, entre guillemets, d'un autre poteau, quoi. Voilà. Donc ça on réfléchit là-dessus. D'ailleurs, si, je dirais, vous avez des... il faudrait peut-être que je fasse ça. Je ferai peut-être un petit sondage, un truc comme ça sur LinkedIn, là, vite fait, pour savoir quel est le prochain élément 3D qu'on pourrait gérer. Bon, on verra. Mais voilà, n'hésitez pas à nous remonter, effectivement, hein, si vous avez des choses comme ça qui vous intéressent. Merci beaucoup hein, d'avoir suivi le webinaire. Donc, David, salut David, à bientôt. Voilà, merci Jonathan. Sympa, merci Jean-François. Ouais, on a fait du bon boulot, hein, c'est pour ça que vraiment l'équipe, là, on est vraiment content parce que voilà, je pense qu'on a vraiment une solution, je dirais, innovante. Voilà, on est seul à proposer ça pour l'instant, et c'est vrai que ça fonctionne vachement bien, quoi. Donc c'est plutôt cool. Alors, peut-on gérer la répartition des cadres avec 2 brins variables? Oui, on peut. Alors après, il va falloir choisir quel brin on regarde. Donc, si j'ai un U avec un petit brin et puis un grand brin, donc tac, ouais. Donc là, on va regarder comme ça. On verra le petit brin.
ou alors dans la famille. Ouais. Alors, c'est faisable. Là, il y a peut-être un petit truc à regarder quand même. Tout dépend en fait du résultat attendu finalement, je dirais, par rapport à la représentation qu'on souhaite avoir. Après, il y a aussi un autre élément hein, qui est important aussi, je pense que vous l'avez compris. Hein. Je dirais, vous êtes projeteur, voilà, vous maîtrisez hyper bien votre métier, etc. Et parfois, en fait, vous pouvez aussi tout simplement utiliser l'outil quand vous voyez que bon, c'est pas forcément facile ou c'est pas forcément le résultat que vous souhaitez. Vous dessinez des lignes de détail, hein, c'est de la 2D, ça, il n'y a pas de problème. Vous les comptez et vous mettez dans le cadre ou le U avec les bras variables, le nombre. Et du coup, ça fonctionne, vous avez les bonnes quantités, vous avez le bon résultat, vous avez le bon dessin. Vous n'êtes jamais bloqué, en fait. À partir du moment où on maîtrise bien son outil, etc., je dirais, il n'y a aucun problème. On arme ce qu'on veut et on a le résultat attendu. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont envisageables. Donc, il n'y a aucun problème. Moi, je suis aujourd'hui, avec ce qu'on a rajouté comme fonctionnalité, avec les améliorations de perf, etc., qu'on a mises dans Reogen, aujourd'hui, on peut armer 100% d'un bâtiment. Quoi. Là, je ne suis pas du tout inquiet. Ceci manque une famille de barres, je la crée. Et puis hop, en respectant les prérequis, elle est compatible Reogen, donc elle remonte dans les quantités, etc. etc. Donc là-dessus, il y a aucun doute là-dessus. On pouvait déjà le faire, mais là, on a encore mis la barre un peu plus haut. Donc non, il n'y a pas de problème. Est-ce que le logiciel gère l'enrobage et la superposition des cadres? Oui, tout à fait. Alors, si je comprends bien, c'est par exemple les casques de pieux, hein, c'est ça, si je comprends bien. Hein. Donc, du coup, effectivement, vous l'avez vu, hein, nous, on fait attention, bien sûr, quand on dessine des barres 3D, à faire attention par rapport à l'enrobage, que tout ça, ça rentre bien et qu'il n'y ait pas de conflit hein, entre les différentes barres. Donc, merci beaucoup pour la démo. Merci hein, pour être venu. Donc voilà, merci. Reogen semble être idéal pour l'optimisation et le dessin pour le ferrillage. Je confirme, voilà, vous avez tout à fait raison. Non, c'est vraiment un bon outil. Puis voilà, vous avez vu les améliorations pour ceux qui nous suivent depuis le départ. On a vraiment mis le forcing là, sur des choses vraiment très, très sympas. Donc, y aura-t-il une passerelle entre Reogen et robot en fait, elle est déjà existante, entre guillemets. Hein. Comme je vous le disais, hein, à partir du moment où les barres sont des barres, je dirais, Revit, hein, donc catégorisées comme armature à béton, Reogen, il les comprend. Donc, que ce soit robot, que ce soit même un logiciel tiers qui produise des barres en 3D dans Revit, si c'est des barres catégorie armature à béton, Reogen, il les connaît. Donc, il n'y a pas de problème. Il sait après faire des quantités, il sait gérer tout ça. Donc, il n'y a pas de... Donc, voilà, la passerelle est déjà à moitié existante, entre guillemets. On n'a pas beaucoup plus à faire. Quoi. Sauf si vous avez une autre idée derrière la tête, il faudra qu'on en discute. Et puis voilà, il n'y a pas de... Comme je vous le disais, on est à l'écoute, hein, donc pas de souci. Comment avoir la main sur la direction en X ou Y d'une vue en mise en plan d'une fondation? Ok, je crois comprendre la question. Donc du coup, si je comprends bien, vous avez vu pour ces deux-là, tac, on l'a réorienté. La règle qu'on a mise en place, parce que quand on développe, il faut trouver des règles, parce que sinon après ça peut devenir très très vite compliqué à suivre, c'est qu'on retourne, on va dire, l'élément sur son plus long côté. Voilà, ça c'est la règle dans Reogen. Il y a d'autres règles comme ça, vous l'avez peut-être aperçu dans les tableaux par rapport aux valeurs A, B et H et tout ça. A est toujours plus grand que B. Voilà. Nous, on a besoin de ces règles-là, parce qu'un programme, en fait, il a besoin voilà, ça doit être hyper carré, hyper rigoureux, pour que derrière, on soit sûr que ça fonctionne bien. Donc voilà, pour la direction en X ou Y de la vue, la mise en plan d'une fondation, je pense que c'est ça que vous vouliez dire. Donc la règle est celle-ci. Donc à partir du moment, parce que voilà, pour mettre en plan, ça ne semble pas déconnant, je dirais, voilà, d'avoir ça. Bon, voilà. C'est un choix qu'on a fait, parce qu'à un moment donné, il faut trancher, comme on dit. Donc, les FA des semelles sont-ils aussi automatisés ou seulement en 2D? Alors, FA, c'est quoi? Forme d'armature? C'est quoi l'idée? Je ne sais pas si Carole peut peut-être préciser ce qu'elle sous-entend par FA. Cela, je ne vois pas comme ça à première vue. Donc, peut-on avoir un rappel de cotation des éléments armés dans la feuille de présentation? Un rappel de cotation. Dans la feuille de présentation.
Je veux dire qu'on cote automatiquement, peut-être, c'est ça l'idée derrière la question. Alors pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas prévu ça, tout simplement parce que vous savez, tout ce qui est cotation automatique, hein, c'est quelque chose de très compliqué, de très chronophage en termes de développement, pour un résultat qui n'est pas forcément à la hauteur. Parce qu'en fait, bien souvent, ce qui se passe sur les logiciels de cotation automatique, hein, si vous en avez utilisé, vous avez peut-être fait le même constat, c'est qu'effectivement, il va mettre toutes les cotes, mais en fait, il faut les remettre bien parce que ça nous plaît pas forcément. Donc, c'est pour ça que là-dessus, on est en questionnement. Voilà, pour être honnête là-dessus, je vous dis pas qu'on le fera, je vous dis pas qu'on le fera pas, mais voilà, on a, si je dirais qu'il y a une fonctionnalité qui a même plus de valeur ajoutée, on va plutôt se pencher sur l'autre fonctionnalité. Voilà, donc je préfère être transparent par rapport à cette possibilité là de cotation automatique. Soit on a essayé plein de choses et en fait c'est jamais satisfaisant à 100%. Donc voilà, moi je préfère vous offrir une fonction qui marche du tonnerre de Dieu et puis voilà, qui vous apporte entière satisfaction plutôt que de faire une fonction qui vous plaise qu'à moitié, quoi. Voilà, c'est un peu ma vision des choses, quoi. Donc merci, écoutez, oui, tout à fait. Et puis voilà, à nouveau, hein, vous contribuez aussi, vous, par vos remarques, par vos tests, par tout ce que vous nous remontez, à justement faire de Reogen votre outil de ferraillage, quoi. Comment gérer un espacement variable des cadres sur une hauteur de poteau? Alors, si c'est en 3D, vous l'avez vu, hein, on a 3 zones finalement, hein, sur les options qu'on offre sur la partie 3D. Donc, du coup, une fonction qui permet de gérer les espacements en pied, en zone courante et puis en tête. Voilà. Donc, ça permet de cette façon-là, effectivement, de pouvoir, je dirais, armer de manière assez classique, hein, un poteau. Merci Jean-François, hein, c'est vraiment très très sympa. Donc oui, alors effectivement, là je laisserai le service marketing communication, hein, mais effectivement vous étiez inscrit, donc déjà vous allez recevoir le lien vers le replay. Donc là c'est Amélie, hein, qui vous enverra ça. Je ne sais pas quand. Bon, en tout cas vous inquiétez pas, il n'y aura pas de souci, vous aurez bien le lien. Et puis ça vous permettra effectivement comme ça de pouvoir voilà, regarder des choses, revenir peut-être sur des choses qui vous ont plu ou des choses sur lesquelles vous avez envie de porter un peu plus d'attention. Des barres polygonales, alors là oui, vous pouvez, parce qu'en fait, soit vous créez la famille de formes Revit avec les outils Revit, hein, vous créez la famille de barres polygonales, soit vous créez la famille de formes polygonales avec en éléments de détail, hein, tout simplement, pour la rendre compatible avec Reogen. Donc, il y a un peu de taf de création de famille, donc il faut bien maîtriser. Mais en tout cas, c'est possible. À partir du moment où on a la famille, après, on sait utiliser la famille, quoi. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Comme je le disais, hein, si vous manque une barre, vous créez la barre qui vous manque, etc. etc. Donc, tout ça, hein, dans les 2 jours de formation, justement, c'est tous ces aspects-là qu'on explique. Et à l'issue, voilà, les gens, ils sont complètement opérationnels. Voilà, je vais créer ça, je vais créer ça, je vais créer ça. Les formules, j'ai bien compris. Tac, je vais mettre ça en place. J'ai tel fichier, tel coupe type que je vais mettre à disposition des collègues, et machin, etc. Puis après, c'est lancé, quoi. Est-ce que les codes de forme des barres correspondent aux codes des usines d'armature afin d'être directement lus par la machine? Non, enfin, pas à ma connaissance, pas forcément, parce qu'en fait, il y a plusieurs, vous savez, codifications. Voilà, il y a plusieurs normes, etc., etc. Donc après, c'est quelque chose qui est dans Revit, en tout cas, qui est ouvert. C'est-à-dire, moi, vous avez vu, ça s'appelait 5-20, mais si vous vouliez appeler ça cadre, vous appelez cadre, ça marche quand même, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc là-dessus, je ne sais pas, j'ai pas assez de connaissances. Je pense que, en tout cas, les codes que nous, là, je vous ai montrés, là, à mon avis, c'est pas des codes qui correspondent aux usines d'armature. Après, bon, de toute façon, nous, bien sûr, hein, s'il y avait quelqu'un là qui travaillait chez un ferrailleur, qui n'hésite pas à prendre contact avec nous, parce que justement, voilà, ça, c'est des choses qui nous intéressent. Et à terme, voilà, dans les évolutions de Reogen, voilà, si on peut aller jusqu'à l'extraction des éléments dessinés pour alimenter une machine, nous, on prend, il n'y a pas de problème. Faire en attente. Ok. Alors du coup, faire en attente, sont-elles automatisées ou seulement en 2D? Alors effectivement, on n'a pas prévu les attentes des semelles pour le module 3D, on va dire. Par contre, après, effectivement, dans la 2D, on peut très bien le prévoir, hein, dans notre type. Et puis même, je dirais, pour la partie 3D, donc si Reogen vous a dessiné en 3D vos ferrailles, vous pouvez compléter
avec une attente 2D votre ferraillage 3D et ce sera bien compris, bien quantifié, il n'y a aucun problème. C'est pour ça que je ne l'ai pas montré parce que je voyais le chrono tourner d'ailleurs. Voilà, je ne sais pas s'il reste beaucoup de questions. Oh là, ah ben non, c'est bon, c'était la dernière, donc bon, ça va. Donc voilà, vous pouvez effectivement compléter en fait un ferraillage 3D par des éléments 2D et tous ces éléments-là seront bien comptabilisés. Alors, voilà, une découverte pour Henri. Donc, une question, peut-on faire un plan avec les barres en 3D et 2D afin d'avoir qu'une seule nomenclature, une seule récap? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est ce que je vous expliquais. Hein. Notre volonté, nous, c'est finalement, Revit, lui, vous savez comment il fonctionne. Il est vraiment, il fait vraiment le distinguo entre les éléments 3D et les éléments 2D. Hein. C'est vraiment son cœur de fabrique, on va dire. Nous, justement, on casse ces limites-là. C'est-à-dire que, vous l'avez vu sur les treillis soudés, j'ai des treillis soudés 3D, des treillis soudés 2D. Pour Réogène, c'est des treillis soudés. J'ai des barres 2D, des barres 3D. Pour Réogène, ce sont des barres d'armature. Et du coup, ça permet effectivement un dessin que vous avez ferraillé en 3D, vous rajoutez des éléments 2D sur les vues concernées, machin, etc. Pour Réogène, c'est transparent. Ces barres appartiennent à tel objet, il a tant d'objets, ça me fait telle quantité de barres, etc., etc. Donc voilà, cette mixité 3D, 2D, voilà, c'est quelque chose vraiment qui fait justement, qui rend différenciant, on va dire, notre outil par rapport aux solutions concurrentes, hein, tout simplement. Donc voilà. Bon, écoutez, alors, les voiles, là c'est pareil, en fait, ça peut être des coupes types. Après, vous faites votre coupe type, voilà, vous dessinez votre cadre, vos filants, et puis après, avec les formules, par exemple, si vous voulez quantifier la longueur de chaînage, vous pouvez mettre une formule pour justement interroger le linéaire de voile, et du coup, vous auriez effectivement le linéaire de chaînage, etc. Pour les CV, en fait, c'est pareil, on a la possibilité également de dessiner en fait en coupe type, on va dire, son chaînage vertical, et puis après, à partir du moment où on aurait finalement en 3D une famille peut-être de raidisseurs 3D, vous savez, là, qu'on implanterait, etc., on les identifie, on met ça en liaison avec notre coupe type de CV, on a les quantités, etc. Donc, vous voyez, il y a plein de possibilités. Et voilà. Donc, je dirais, aujourd'hui, le champ des possibles est vraiment hyper large. Et puis après, en discutant avec des utilisateurs, voilà, on dit « Ah, mais tiens, tu as réussi à faire ça, ouais, c'est génial, et machin, nanana. » Donc, aujourd'hui, voilà, comme je vous le disais, hein, c'est pas pour... on peut, enfin voilà, quelqu'un qui maîtrise bien Revit, quelqu'un qui maîtrise bien Réogène, aujourd'hui, il n'y a pas de problème sur le ferraillage. Voilà. Donc, je vais couper parce que je vois qu'il est 15h49. Donc, vraiment, alors là, un grand merci à tous d'être restés jusqu'au bout parce que c'est vrai que je n'ai pas bien mesuré le temps, mais en fait, il y avait tellement de choses à vous montrer. Puis, je n'avais pas envie de vous frustrer. Et puis, voilà. Donc, voilà, vous avez vraiment eu une belle présentation, on va dire, par rapport à Réogène. Donc, vous avez vu les nouveautés, vous avez eu également les fonctionnalités natives. Et puis, donc, du coup, voilà, vous pourrez revenir vers nous si vous voulez plus de compléments d'information. Si vous allez à Batimat, voilà, il y a des tickets gratuits, des entrées gratuites que vous pouvez télécharger sur le site AtlanCAD également. Donc, voilà, et puis voilà, si on a l'occasion de se rencontrer en vrai, de discuter, écoutez, ce sera avec grand plaisir. Donc, dernière question, et après, je coupe. Est-ce que le calpinage des panneaux inf et les panneaux en chapeau sera sur des plans différents pour éviter la surcharge? Tout à fait, tout à fait. Là, moi, j'ai fait comme ça, c'était pour montrer. Mais évidemment, moi, une vue pour le ferraillage inf, une vue pour le ferraillage sup. Hop, poser ça sur une feuille, la nomenclature qui va bien, et hop, on fait du bon boulot. Voilà. Tac. Mais on sait tout faire sur un seul plan, oui, on peut le faire. Maintenant, après, effectivement, est-ce que ça a du sens graphiquement, quoi? Bon, c'est possible. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, un énorme merci à tous. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit. Donc, voilà, vous pouvez prendre contact avec l'équipe commerciale. Il y a le formulaire de contact aussi. Enfin, bref, voilà, il y a plein de moyens. N'hésitez pas à nous suivre également. Vous savez, on a LinkedIn, il y a Twitter, il y a YouTube, etc. Donc, je vais faire mon YouTuber de base. Vous likez, vous vous abonnez, et puis et comme ça, vous serez toujours informés, voilà, des belles choses qu'on peut ramener, tout simplement pour vous faciliter la vie au quotidien. Voilà. Allez, bonne fin de journée à tous. Au revoir.